Salut, salut! Salut Steve. Au niveau musique, j'essaie que ça soit Ah pas voilà, trop t'actives fort. ton micro, c'est mieux. Donc on se disait bonjour Salut et Stéphane. bonjour à tous. Alors, hop, comment vas-tu depuis la semaine dernière et notre geekologique de la semaine Eh passée? ben écoute, très bien, un petit peu de fatigue parce qu'on avait fini quand même bien tard, hein, mine de rien. Mhm, Ça avait été un stream de bonne durée avec Johan là, qui nous avait accompagnés. mhm. Et puis jeudi, bah, j'ai fait un stream aussi sur de la création de bijoux en bois et en résine. Donc bien sympa. Mhm. On commence à avoir un premier résultat ici. Voilà les premières boucles d'oreilles. Ok, Et le petit pendentif qui va aller avec. ok, Voilà, donc ça va être. On va continuer ça cette semaine normalement. Et toi? ok. Bah écoute, moi, bonne semaine. J'ai eu plein de retours positifs de notre émission de la semaine dernière parce qu'on Ouais. avait plein de personnes qui ont regardé soit les replays, soit qui étaient présents mais en toute discrétion et Mhm. qui nous ont dit que c'était vraiment sympa. Voilà, que les propos audio étaient très intéressants et puis toute la dernière partie aussi sur la grossophobie avait bien plu. Donc voilà, puis bon, une bonne semaine. Avec beaucoup de Pokémon Arceus qui ont été streamés. Ouais, j'ai vu sur ta chaîne. J'ai fait pas mal d'heures dessus. Et puis sinon, voilà, on continue le sport, compagnie, donc tout va bien. Tout va bien, Dac. tout va bien, tout va bien. Avec un premier Et- résultat qui est prometteur sur le sport oh, là. ah bah là, c'est... Oui, le résultat de la semaine est intéressant. Moins de 4 kilos sur une semaine, c'est plus qu'intéressant. Et puis du coup, ça fait sur un mois, j'ai perdu plus de 10 kilos sur un mois, donc Ouais, c'est bien. c'est très satisfaisant. C'est clair. Très satisfaisant. Hop, voilà, je mets le bon logo, parce que c'est vrai qu'on Ah, a mais oui, j'ai pas changé le logo moi aussi. donc là, je viens de le mettre, parce que la médecine, c'était la semaine dernière, et aujourd'hui, C'est ça, voilà, je l'ai changé aussi. on Alors vous explique tout on vous sur explique. les NFT, le blockchain, les crypto-monnaies, à quoi ça sert, à quoi ça sert pas. Et voilà. Donc on va vous parler de tout ça, ça va être les gros thèmes de ce soir. C'est ça. Et puis voilà, voilà. White, c'est Bon, celui-là. Voilà, NFT. on va commencer directement, hein. On va commencer par les news. Et news, bah, la première news, une news qui a encore un petit peu rapport à la santé, c'est pour ça qu'on l'a, entre guillemets, sélectionné. C'est une news qui a été annoncée sur le site du Journal du Geek. Mhm. Bon, après, elle a été annoncée aussi dans les grands médias et tout ça. C'est en gros, l'État travaille sur un énorme chantier qui est Mon Espace Santé. En gros, il travaille à un carnet de santé en ligne. Salut Camilou. Oula, Salut moi, mon Camilo. stream, j'ai des problèmes de connexion, il semblerait. Ah, Ouais, je perds ma connexion. J'ai l'impression que mon stream est en train de lâcher, moi, perso. Je vois que ça clignote rouge. je vais aller jeter un Attendez. œil. Je vais aller voir tout de suite. Des fois, il suffit juste que je me reconnecte à mon portail. Ouais, ça lag. Ouais, Camilo, il Ça lag. confirme. Ah, bah, il y a des jours comme ça. Ah oui, oui, puis t'as une qualité... Ouf, t'es en 160p. Ça y est, 720p. Ah, il y a des joueurs comme ça. Ça peut pas. Hop là, une petite reconnexion au portail, vous allez voir, Ouais. ça va Ah bah là, revenir. c'est bon, c'est passé. Hein. C'est Ouais, bien je le passé. vois, c'est revenu au vert. Il a suffi que je me reconnecte au portail de la connexion, de la. Donc voilà. Ma femme t'entend en tout cas. Ouais, bah c'est parfait. Bon, t'as vu, je sais pas, je suis un petit peu sombre. Alors, je peux peut-être essayer d'augmenter un peu la luminosité, mais j'ai essayé Ouais, d'améliorer un petit peu la qualité de ma cam.
Je trouve que c'est pas mal. Ok, donc bon allez, je reprends la news. Donc on parlait que voilà, il va y avoir un espace qui s'appelle Mon Espace Santé. En gros, c'est un carnet de santé numérique sur lequel l'État est en train de travailler parce qu'ils se sont rendus compte avec la crise sanitaire que ce besoin était très présent. Et donc chaque Français, à partir de fin mars, ça va commencer à partir de fin mars, va disposer en ligne d'un carnet de santé numérique qui sera bien sûr sécurisé. Vous pourrez y accéder avec vos codes d'imposition, amélie.fr et compagnie. Ça sera ces codes-là. Mais ça va vous permettre de retrouver tout votre historique santé. Alors, sachant que ça ne sera... Alors, je ne sais pas s'ils seront capables d'aller chercher les arriérés. Ça, j'ai un doute. Mais en tout cas, à partir de mars, toutes vos données seront saisies dedans. Ouais, je crois que ma connexion, en fait, ça va pas mieux. Attends. Je vais voir si j'essaye de libérer un peu de bande passante à droite, à gauche. Vas-y, moi j'enchaîne sur la news. Alors il y a eu plusieurs essais sur des carnets de santé numériques. Pour l'instant, ça s'est toujours soldé par des échecs ou des semi-échecs. Donc à voir si ce nouveau format va réussir à convaincre. Mais bon, pour l'instant, c'est incertain. Donc voilà, ouais, c'est un peu incertain. On va partager dans le chat la news du journal du geek. Voilà, c'est voilà, à suivre. En tout cas, moi qui en ai eu besoin, je trouve qu'avoir un carnet de centrale informatisé, c'est très utile. Parce que moi, je sais que ça a été un gros besoin et j'aurais bien aimé que ça existe bien avant, quand j'ai dû constituer mon dossier de santé pour mon emprunt immobilier, parce qu'il faut aller rechercher ses antécédents médicaux. Et si on n'a pas de carnet santé papier, et si le médecin ne le remplit pas, et que le médecin ne veut pas vous transmettre votre dossier médical, c'est très compliqué. Donc c'est vrai, d'avoir accès à un dossier médical en ligne, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, ça c'était la première news. La seconde news, donc Micromania, suite à la condamnation pour ses pratiques abusives dont on vous évoquait la semaine dernière dans les news, la firme annonce qu'elle pourrait fermer pas loin de 40 boutiques physiques, je crois. 47 boutiques physiques. Ah ouais, c'est énorme. Et licencier environ 130 personnes. Seulement, ils ont pas loin de 400 magasins et 37, ça fait presque 10% de... C'est ça, 10%, sachant que je sais pas comment ils vont cibler. Moi, personnellement, même si je suis pas forcément un très grand fan de Micromania, j'espère qu'ils laisseront le pauvre Micromania de Châlons-en-Champagne et des villes comme Reims, qu'on en plusieurs, qui ciblent les villes où il y a plusieurs boutiques, qui s'amusent pas à supprimer des services et qu'on soit obligé de faire 40-50 bandes pour trouver une boutique de jeux vidéo. Ça serait pas mal, mais bon, je sais pas sur quels critères ils vont choisir leur boutique. Certainement des critères de rentabilité. J'imagine de toute façon, ils sont en difficulté. Que ça va être que ça. Alors il y a le problème de la condamnation qu'ils ont eu, mais il y a, je pense, un élément qui a accéléré un petit peu la décision, c'est aussi l'augmentation et maintenant la prédominance de la vente de jeux en dématérialisé, donc directement sur les plateformes des constructeurs. Où les boutiques, du coup, ils ont du mal à vendre du physique, quoi. Après, je t'avoue, Camilou, je suis pas méga fan de Micromania, mais j'aime de temps en temps aller faire un tour parce que tu trouves des fois des bonnes occasions dans le jeu vidéo, tu trouves des choses sympas. Bon, moi, après, personnellement, j'ai une connaissance qui bosse dans le Micromania de Châlons. Donc il y a aussi ça qui fait que je vais avoir tendance à aller acheter chez eux parce que ça permet de soutenir l'emploi dans cette boutique et que du coup, par rebond, je soutiens l'emploi de la connaissance que j'ai. Donc il y a un truc comme ça. Et puis tu le justifies aussi. En ce moment, ils ont des super kits PS5 et je vous l'annonce c'est que mon patron a été très gentil et nous verse des bons dividendes cette année, donc il y aura certainement une PS5 à l'acquisition début mars. J'applaudis.
Donc voilà, ça sera pas encore le PC, mais je me fais une PS, je m'offre la PS5 et je vais certainement prendre le pack Miles Morales, en espérant qu'il soit encore dispo fin. Il n'y a pas assez pour acheter une PS5 et un PC, Camille. Ah non. Mais j'aimerais, hein, franchement, Salut, si demain. Mais non, déjà la PS5 et puis le PC plus tard. Comme ça, la PS5, pourquoi maintenant? C'est que dernier trimestre de l'année, il y a God of War qui sort et je veux avoir la PS5 avant God of War. La stratégie que j'avais, moi. Après, je vous avoue que je vais couler une larme s'ils décident de sortir une PS5 lookée God of War. Parce que ça, c'était aussi pour ça que moi j'attendais l'achat de la PS5. C'était pour avoir une PS... espérer qu'il y avait une collector PS5 qui sortirait au design de God of War. Comme ma PS4, moi, elle est au design de Batman Arkham City. Donc voilà. Après, faut aimer les consoles brandées au jeu. Hein. Moi, j'aime bien. Ça dépend. Des fois, il y a quand même les objets collector autour de God of War ont toujours été très je les ai trouvés toujours énormes, magnifiques. Donc voilà. Donc là, on vous a mis la petite news. Donc voilà, pour l'instant, voilà, la grosse tendance, c'est l'acquisition d'une PS5 à l'horizon de courant mars. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien Micromania en ce moment. Je vais pas cracher sur eux, ils vont me permettre d'avoir une PS5 avec plein de jeux. Et c'est ton contact là-bas qui va t'en mettre une de côté du coup? Ou je vais essayer de négocier auprès de lui, ouais. Tac. Ouais, après t'as raison. Puis après, si je veux vraiment la customiser, il y a des stickers, il y a des choses pour customiser ta PS5. Donc voilà. Enfin bref, bon, on va passer à la news suivante. On a parlé suffisamment de Micromania. News suivante, Pokémon Arceus. Ben voilà, le jeu est sorti il y a moins d'une semaine. Et non, il y a déjà plus d'une semaine. Ça fait genre 8 ou 9 jours. Enfin, c'était... Ouais, c'est ça. C'était pas vendredi dernier, c'était vendredi d'avant. Donc ça fait 10 jours. Et aujourd'hui, c'est le meilleur démarrage de la saga. Tout jeu confondu. Bon, il y a quelques grosses critiques sur l'aspect graphique. Sur le jeu, mais le jeu a quand même tendance à énormément plaire aux joueurs. Il a obtenu la note de quand même 80 sur 100 sur Metacritic, ce qui n'est pas rien, et 16 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc 84 voilà. Sur Metacritic, je crois. Ouais, 84, ouais. Et donc c'est... Camilo dit 88. Ah bah ça a peut-être changé, mais j'ai regardé à 16h. Hein, Ouais, à 16h c'était 84. Donc voilà, donc c'est quand même 1,43 million de copies vendues en 10 jours. Donc c'est énorme. Plus que Nintendo ça, 6,5 millions. 6,5 millions. Ah non, c'est en 3 jours. En 3 jours, pardon. C'est les premiers jours du Japon. 1,3... non, c'est 6,5 millions en 10 jours. Ah ouais, voilà. Là on est à plus de 6 millions. Meilleur démarrage. Alors je vous mets la news d'Actu Gaming. En fait, il y a je crois que c'est le boss de Nintendo qui a remercié les 6,5 millions de joueurs justement. Donc, ouais, c'est ça. Et grosso modo, les projections, c'est que ça va certainement pulvériser les records de 13,9 millions des derniers remakes qui sont sortis. Donc alors après, pourquoi est-ce qu'il est tant critiqué ? C'est principalement du point de vue graphique, en fait, où l'esthétisme n'est pas forcément au rendez-vous. Quand on compare, beaucoup le comparent à un Breath of the Wild, qui est sorti en 2017, c'est vrai que ça tient pas la route. Après, faut pas oublier que c'est Game Freak, qui est un petit studio qui développe Pokémon, et que Pokémon Company, eux, retirent l'usufruit, les bénéfices. C'est ça. Et moi, j'en veux un petit peu à Pokémon Company, qui pourrait un petit peu injecter dans le studio qui leur développe leur jeu
Pour peu plus de cash, ouais. Ouais, c'est ça, pour qu'il y ait un peu plus qualitatif, quoi. Game Freak, aujourd'hui, c'est genre 130 personnes, enfin, ce qui, dans le monde du jeu vidéo actuel, est pas une grosse équipe, en fait. Hein. Et les pauvres, ils développent ça, on va dire, tout seuls dans leur coin, et après, on s'attend à avoir des trucs à la hauteur de Breath of the Wild, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. Et puis, après, voilà, il y a quelques critiques sur le jeu. Moi, j'y joue. Il y a des choses que j'adore dans les jeux Pokémon historiques qu'on retrouve pas du tout dans cette saga-là, qui manquent un peu. Après, j'ai peur que ça soit très répétitif. Faut clairement aimer le côté farming. Parce qu'autant avant, on avait besoin de farmer des Pokémon. Là, le niveau de remplissage du Pokédex, c'est une autre strate. Hein. C'est un autre univers. Ils sont allés vraiment trop loin. Ils sont complètement barrés. Mais ils ont pris des risques. Et les risques sont plutôt pas mal maîtrisés quand même. Bon, à suivre sur le reste de la saga. De toute façon... Donc voilà, à voir comment ça va se lancer pour la suite de la saga dans l'univers de Pokémon. Mais en tout cas, ça promet des belles choses. News suivante. Alors, on en a parlé très rapidement la semaine dernière, mais on va le réévoquer. Ça a été l'annonce de Twitch sur la mise en place de revenus réguliers et fixes pour ses streamers partenaires. Au travers de la pub. En gros, si vous êtes partenaire, vous allez pouvoir choisir un programme publicitaire qui va vous permettre de vous rémunérer de 800 à 1500, je crois, euros. C'est pas 500 le départ ? Non, c'est peut-être 500. C'est peut-être 500, 800 et 1000. C'est ouais, je crois que c'est ça. C'est 500, oui c'est ça, c'est 500, 800 et 1000 dollars. Je disais euros, excusez-moi, c'est dollars. Hop, on vous partage de toute façon. Donc voilà. Le lien de la news. Et donc, alors moi je me rends compte que en fait, je vois que c'est ma connexion bug à chaque fois que j'ouvre une page pour parler de la news. Il accepte pas d'avoir et le comment le pas tout en même temps, quoi. Pas tout en même temps, voilà. Donc en tout cas, ils ont mis ça en place. En gros, en fonction du quota de pub que vous diffuserez sur votre chaîne et du quota de stream que vous réaliserez, vous aurez une rémunération fixe allant de 500 à 1000 euros. Ce qui est pas mal parce que pour, entre guillemets, des petits streamers partenaires qui sont juste partenaires, et voilà, ça permet d'avoir un salaire fixe qui tombe et de lisser un peu les revenus, Et puis la dernière news, et je vais laisser après la balle à Stéphane. C'est ça. Chez Chounet, donc qui est un streamer pro français, il s'est vu ban son compte il y a de ça une dizaine de jours, son compte PSN pour botting, alors qu'il n'avait que très peu joué sur sa PS4 et sa PS5, il avait très peu joué sur les créneaux invoqués par Sony. Or, donc il y a un gros problème avec ce ban de compte, c'est qu'il avait une énorme bibliothèque de jeux dématérialisés. Et du coup, du fait que son compte était ban, il n'avait plus accès à sa bibliothèque. Envolé. Sa bibliothèque, ils pouvaient plus jouer à ces jeux, quoi. Enfin, oui, bref. et puis ils avaient annoncé que c'était un ban définitif, quoi. Merci, voilà, au revoir. Ban définitif, ouais. Et en gros, c'était pour contrer le ban, vous devez prendre un avocat, voilà, ça allait loin pour essayer qu'il puisse récupérer son compte. Et puis, vu le tollé que ça a fait dans la communauté des gamers, cette news, bizarrement, 4 jours plus tard, le compte a été débanni. C'est ça. Et en gros, c'est le ban. Sony a expliqué que le ban a été dû à deux choses. Une faille dans leur système, et de deux, une erreur humaine. En gros, il y a un administrateur chez Sony qui a été un peu trop zélé et qui a cliqué sur le bouton sans trop analyser les données qu'il avait devant lui.
Donc voilà, mais il n'y a pas eu trop d'excuses de Sony, c'est juste ils ont dit « Oh mais c'est une erreur, en fait ton compte il est pas banni et tu récupères tes jeux. » Ouais. Donc Bah, voilà, c'est- donc ce qu'il faut Ils ont, espérer, ils ont c'est... reconnu leur erreur, c'est déjà pas mal, mais 4 jours de ban Ouais. quand même, alors que t'as rien fait, bon, c'est un peu... Ouais. Bah avec la crainte de perdre ta bibliothèque, qui pour lui, sa bibliothèque de jeux, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. C'était énorme, Bah ouais. ça. Donc voilà. Donc ce qui est espéré aujourd'hui dans la communauté des gamers, c'est que ce cas fasse un peu jurisprudence en disant « Ouais, tu peux, par exemple, je fais du botting, tu me vires mes accès pour jouer en ligne, ok ? Mais tu me laisses mes accès à mes jeux que j'ai payés, quoi. » Bah ouais, normal, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça la connerie, c'est que si c'était botting, on lui coupait juste l'autorisation de jouer en ligne, mais on lui laissait l'accès à ses jeux. Voilà, là on va dire que ça aurait été une punition un peu plus, si le botting avait été vérifié, un peu plus légitime. Bah là, on sent Voilà. que la punition a été démesurée, quoi, voilà. Ah bah là c'est clair, c'est qu'ils ont même pas essayé d'analyser, surtout qu'en tant que streamer, c'était facilement vérifiable où il était sur les créneaux, quoi. Bah oui. Donc voilà. Voilà. Bah Bref, écoute, on vous met le lien j'ai fait... dans le chat aussi. Voilà, on vous met les liens de... Yes, et ben De on va la attaquer donc dans le sujet des news, et c'est ce qui va nous maintenir en haleine toute la soirée, c'est le sujet des NFT. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait vous en parler ? Bah parce que ça fait quand même le buzz depuis plusieurs semaines, et on se disait qu'on allait quand même faire une émission dédiée au sujet des NFT dans quand même les domaines qui nous passionnent, qui est donc le domaine principal du jeu vidéo. On décryptera un peu plus dans le détail ce que c'est les NFT, comment c'est basé, comment ça fonctionne, de quoi on a besoin, etc. Déjà, on va vous parler, donc je vais vous présenter les différentes polémiques qui enflent là-dedans. C'est qu'en gros, plusieurs éditeurs de jeux vidéo foncent tête baissée sur les NFT avec en ligne de mire des spéculateurs. Et c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre numérique en ce moment, c'est cet aspect vraiment spéculation, alors que tous les éditeurs, et on va le voir, disent « mais c'est pour les joueurs, on a pensé ça pour vous », alors qu'en fait, actuellement, comme c'est utilisé, c'est vraiment à des fins spéculatives. Le premier exemple qui est apparu, c'est le président de Square Enix qui s'est exprimé sur le sujet, et qui a dit, je cite et je traduis en même temps, « Je me rends compte que certaines personnes qui jouent pour s'amuser et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c'est compréhensible. Cependant, je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation sera de jouer pour contribuer », c'est le terme qu'il a utilisé, c'est-à-dire d'aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n'a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes qui étaient strictement motivées par les sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l'esprit de bénévolat. On parle de bénévolat là. Ce fait n'est pas étranger aux limitations des UGC, contenus générés par les utilisateurs existants. L'UGC a été créé uniquement en raison du désir des individus de s'exprimer et non parce qu'il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Alors, pour traduire un petit peu, l'idée, là, dans ce qu'il dit, et ça serait la bonne utilisation, ça serait de rétribuer les joueurs qui ont créé du contenu pour un jeu. Par exemple, si on prend un exemple que normalement tout le monde à peu près connaît, c'est Minecraft. Vous avez créé un village énorme, un monde sympa, bref, une zone virtuelle. Vous êtes créateur de cette map, et ben vous pourriez du coup en tirer un revenu parce que vous avez passé du temps et vous avez pas donné de votre temps, et là c'est normal que vous soyez rétribué. Donc sur cette partie-là, ça va. Par contre, le jouer pour contribuer, ça va là un petit peu contribuer, bah, c'est contribuer à la société, quoi. Et donc il finit, je vois cela comme une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu autant de contenu majeur qui change la donne générée par les utilisateurs qu'on pourrait s'y attendre. Donc là il dit, bah en gros c'est parce que les joueurs sont pas payés qu'on n'a pas autant de contenu qu'on pourrait l'avoir. Voilà pour Square Enix. Il y a Ubisoft aussi qui s'est lancé dans les NFT. Alors au début ils ont commencé avec le jeu Ghost Recon. Spoiler, c'est un gros flop.
et qui donc en gros, ils ont vendu des skins, des éléments cosmétiques, des armes en NFT. Ça a pas du tout pris. Les gens se sont complètement détournés de ça et ils ont majoritairement pas acheté et du coup ça a pas marché du tout. Mais du coup, ces NFT-là, elles sont achetables avec du vrai argent ou faut passer par la crypto pour les acheter ? Justement, on va y venir dans le décryptage après, c'est que les NFT, actuellement, on ne peut les acheter que en crypto-monnaie. En crypto. Et pas... Donc c'est aussi pour ça que ça fait un flop. Aussi. Et en plus, suivant d'où viennent les NFT, on les achète pas avec la même crypto. Mais je vais revenir après. Et ensuite, Ubisoft, dans un communiqué de presse que je vais vous partager aussi, en gros, ils ont pris les joueurs pour les cons, clairement. Le patron d'Ubi qui a dit ouais, mais en gros, les joueurs, ils y comprennent rien. C'est parce que vous y comprenez rien que vous voyez pas l'intérêt. Mais franchement, ça va être super bien. Non, faut arrêter de prendre les joueurs pour des idiots. La majorité, et moi qui regarde pas mal la presse spécialisée, la majorité, en tout cas des journalistes qui en parlent, ont très bien compris. On est dans de la spéculation pure, et les joueurs, ils sont pas plus idiots que les autres, ils ont bien compris que c'était pour de la spéculation, et ils ont pas du tout envie de s'engager là-dedans. Donc les joueurs n'ont rien compris, on repassera quoi, merci. Voilà, donc là, gros... Oui, je règle ma caméra. Gros flop pour Ruby, à mon sens, quoi. Voilà. Ensuite, il y a eu Konami qui s'est lancé dedans et ils ont proposé, en guise de célébration des 35 ans de la licence Castlevania, de vendre des NFT. Donc ils ont vendu une map, des extraits de musique, des captures d'écran, enfin voilà, des trucs franchement, excusez-moi le terme, mais de merde quoi, pour célébrer les 35 ans de la saga. Qu'ils veuillent faire du pognon, je dis pas, j'ai pas de souci là-dessus, mais à ce moment-là, qu'ils fassent un collector avec une compilation des premiers Castlevania, un truc un petit peu sympa quoi, mais vendre des captures d'écran et des extraits de musique, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. N'empêche que, là, ça a un peu mieux pris. Ils ont quand même empoché 160 000 $ avec la vente des NFT dédiés aux 35 ans de la saga. Bon, voilà. Et enfin, dans les news du monde du JV qui se lance dans les NFT, c'est GameStop. Donc GameStop, c'est la maison mère de Micromania, qui veut devenir une plateforme d'achat dédiée aux NFT dans le gaming. Pareil, je vous partage dans les chats le lien qui en parle. Donc voilà, tout le monde, alors tout le monde non, parce qu'il y a des éditeurs qui ont dit franchement le marché il est trop frileux, on va pas s'y lancer tout de suite, nous on reste en retrait. Mais quand même, on s'y trompe pas, ceux qui se lancent dedans, c'est Ubisoft, et là on pourrait leur dire s'il vous plaît Ubisoft, faites des vrais jeux avant de faire des NFT, avant de faire des contenus additionnels pour des jeux de merde, faites des jeux qualitatifs. Revenez à des Rayman, revenez à des trucs qui marchaient, quoi, voilà. Et pareil pour Konami, on a envie de leur rironner en disant refaites-nous un jeu de foot, mais un vrai, quoi, pas un truc qui est pété, développé avec les pieds en free-to-play, quoi. Parce que le free-to-play, c'est bien, c'est gratuit pour jouer, sauf qu'après, on va avoir quoi ? On va avoir des NFT pour avoir un jeu qui soit potable avec des équipes dignes de ce nom, enfin, voilà, donc eFootball, en l'occurrence. Donc c'est des news et en même temps c'est un coup de gueule quoi. Et puis on va en parler, c'est que pour moi le NFT il faut que ça reste cosmétique. Tu ne peux pas, par exemple dans le cadre du jeu de foot, ça serait inadmissible qu'ils vendent des équipes par NFT, tu vois. Bah voilà le principe. Parce qu'on va en parler, que le principe du NFT c'est que c'est des objets alors qui peuvent être uniques ou en très petite série. Alors non. Chaque élément de la série sera unique. Le principe des NFT, c'est bien que c'est une unicité du contenu numérique. Mais tu peux avoir, à travers les NFT, tu pourrais avoir par exemple 10 fois l'équipe du Real de Madrid. Oui, c'est ça. Mais t'en auras que 10, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où tout le monde, ça sera pas un add-on accessible à tout le monde, ça sera les 10 premiers arrivés, les 10 premiers servis. C'est ça. Et tu seras, si c'est toi qui as la chance d'avoir un exemplaire, tu seras l'unique détenteur d'un des 10 exemplaires de ce DLC, quoi. Voilà. Donc,
Alors, on va passer au décryptage, on commence ? Ouais, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. C'est ça. Donc déjà, prenons la définition même. Les NFT, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui veut dire non fungible token, avec mon accent anglais à couper au couteau. Donc non fungible, ça veut dire quoi ? Alors fungible, ça veut dire que c'est remplaçable. Si je prends un billet de 20 euros, eh ben je peux le remplacer par un autre billet de 20 euros, ça vaudra toujours 20 euros. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, si je prends un tableau de Picasso, eh ben, il est unique. Il est dans un musée, et lui, il est non fongible. On ne peut pas le remplacer par un autre, puisque c'est celui-là qu'a peint le maître, et c'est celui-là qui a de la valeur, parce qu'il est unique, et il a été fait par un grand maître. Donc, ce qui définit un petit peu la valeur d'un NFT, c'est son élément de rareté, parce qu'il est unique, en tout cas en très petite série, comme un collector, hein, quand on a des collectors à 800 exemplaires, bon bah voilà, chaque exemplaire est unique, et il y en a une quantité limitée. Ensuite, la valeur, elle est donnée par, en gros, l'importance que lui donne la société. Les jeux. Voilà, c'est ça. Donc les NFT, il y a différentes formes de NFT. À la base, ça vient du domaine de l'art. C'est des artistes qui créent des œuvres en numérique et qui se les voyaient en gros entre guillemets volées et diffusées sur la toile, contrairement à quelqu'un qui vendrait des toiles peintes sur du papier fait avec du bois d'arbre et pas du papier numérique. Donc les NFT, à la base, ça part d'une bonne intention qui est de rendre unique une œuvre numérique et de pouvoir rétribuer son créateur en vendant cette œuvre numérique et puis en lui déterminant une valeur représentée par le travail qui a été fourni, par la qualité artistique, etc. La base, elle part principalement de là. Ensuite, token, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'élément justement qui a son unicité. Pour pouvoir rendre quelque chose de numérique unique, puisque le numérique, on prend une clé USB, on copie le fichier dessus, il est dupliqué. Pour pouvoir transformer, je sais pas, son fichier, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un tweet, ça peut être une photo, ça peut être une musique, n'importe quoi. Pour pouvoir la rendre unique, il faut la passer par la blockchain. Et du coup, passer par un encryptage, où la blockchain va lui déterminer un identifiant, un propriétaire, un détenteur, un créateur, un détenteur, donc celui qui l'a créé, celui qui le possède, etc., etc. Il y a deux, trois caractéristiques sur une œuvre qui est dédiée. Pour dire, créer un NFT, c'est à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire que demain, on peut, avec les bons outils et un minimum de connaissances, mais il y a des plateformes qui vous permettent de créer vos propres NFT. Il y a des gens là qui ont vendu des NFT des centaines de milliers de dollars en prenant juste une photo de leur poubelle. Et donc la personne a pris les photos de sa poubelle à un instant T, elle a créé un NFT, ça s'est vendu. C'est ça. Donc voilà. Ouais, j'ai un problème avec le chat sur mon stream. J'ai un problème avec la connexion à Twitch, Camilou. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chat. Ouais. Ce soir, ça a été compliqué de se connecter sur OBS. Il rejetait mon stream. Il rejetait mon flux, mon flux Twitch. Donc il n'y a pas le chat. Alors, moi je le vois, hein, ton chat, hein, je peux le visualiser sur ton stream et puis j'ai le mien en parallèle. Donc moi j'ai les deux chats de mon côté, tout fonctionne. Donc. J'ai été obligé de passer par la clé de streaming parce que quand j'essaye de me connecter avec mon compte, j'ai une erreur et il veut pas se lancer. Enfin bref. Bien, donc je vous partage donc la blockchain, je vous partage la page Wikipédia dans le chat de chacun. Et pour redonner un exemple comparatif, parce que alors moi je vous avoue que le sujet des NFT c'est quelque chose je m'y suis intéressé pour l'émission, clairement, parce que c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Ça m'intéresse pas, tout ce qui est du domaine de la spéculation, que ce soit dans le domaine boursier ou là des NFT, c'est un truc que j'ai plutôt en horreur.
Donc voilà, donc je m'y suis intéressé pour l'émission et j'ai trouvé qu'il y avait un exemple qui était pas mal, c'est les cartes de collection basket qui sont en train de ressortir. Une carte de Michael Jordan, c'est un token fongible parce que des cartes de Michael Jordan, il y en a des centaines de milliers. Mais par contre, il en a signé peut-être une petite centaine. Bah là, ça devient un token non fongible parce que la carte va être unique, parce qu'en plus d'une carte à l'autre, il n'y aura pas la même signature sur la carte, il ne l'aura pas fait dans le même angle. Donc chaque carte devient unique, et donc cette carte signée par Michael Jordan devient un token non fongible, et c'est ça, dans le domaine du numérique, un NFT. C'est ça. Je trouvais que l'exemple était sympa et ça parle souvent ces collections de cartes ou pareil les histoires avec les cartes Pokémon avec les comment elles s'appellent, les Dracofeu en shiny là. Voilà. Donc voilà donc voilà à quoi. Ouais, vas-y. Je dis voilà à quoi ça correspond aujourd'hui à un NFT pour le monde du virtuel. Après des NFT, vous trouvez vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des NFT qui s'est vendu. Il y a quelqu'un qui a fait un NFT d'un pixel rouge et il s'est vendu, je sais plus combien de centaines de milliers de dollars. Un pixel rouge. C'est aberrant. Pour finir un petit peu sur les concepts, donc voilà, on a bien compris que c'était quelque chose qui n'était pas remplaçable par quelque chose par autre chose à l'identique, puisque c'est non fongible, donc c'est non remplaçable. Alors il y a un autre exemple qui est intéressant, et on pourrait se dire bah ouais, mais alors du coup c'est quoi l'intérêt? Et moi je me pose aussi la question, l'exemple du Nyan Cat. Je pense que majorité d'entre vous connaissent le Nyan Cat, cette espèce de chat dans une pop tart avec une musique entêtante et très très stressante. Ce Nyan Cat fait l'objet d'un NFT. Par contre, le gif du Nyan Cat, vous pouvez le trouver de partout. Vous pourrez le trouver de partout. Mais le mec qui a le NFT est l'unique détenteur, on va dire, du Nyan Cat originel. Voilà. En gros, et c'est donc là tu t'en parles du Nyan Cat, mais aujourd'hui tous les mèmes qui sont aujourd'hui existants sont maintenant devenus des NFT. C'est-à-dire quasiment, qu'il y a il y a le NFT du Grumpy Cat, il y a le NFT du Let Britney Alone. Voilà, j'ai vu en me renseignant ce week-end, j'ai vu en gros tous les mèmes qu'on fait la fureur du début du net sont aujourd'hui devenus un NFT. Et ce sont les créateurs originaux qui ont créé le NFT de ce mème, de leur mème. Et donc du coup, c'est un moyen de eux se rémunérer sur quelque chose qui a fait le tour de la toile, qui les a fait connaître, qui leur a permis de peut-être de quand même gagner un peu leur vie grâce à cette réputation. Mais là, ils reçoivent une vraie contribution sur ce phénomène qu'ils ont généré. Ils reçoivent une contribution au départ, c'est-à-dire qu'ils vendent leur NFT, une fois qu'ils l'ont vendu, c'est vendu. C'est là où je suis pas fan du concept, c'est que après l'enchaînement des ventes avec une valorisation, donc une valorisation de capital, quoi, grosso modo. Là, on est dans du spéculatif, puisque moi j'ai le NFT du même de machin, je te le vends le double que ce que je l'ai acheté il y a 6 mois. Voilà. Mais c'est exactement le concept du marché de l'art. Hein. Et oui, c'est ça. Tu t'as expliqué que c'était la base du concept. Voilà. Et voilà, donc c'est le principe du marché de l'art où l'artiste n'est rémunéré que sur la première au moment où il a vendu son œuvre au premier. C'est ça. Et t'as des artistes avant qu'ils deviennent cotés, leur œuvre ils l'ont peut-être vendu 1000 balles, et sauf qu'aujourd'hui elles peuvent valoir 100 fois, c'est ça. 1000 Alors fois après, plus, justement, il y a des choses qui sont en cours au niveau des NFT. Ça serait justement, comme on connaît le créateur, en tout cas celui qui a généré le NFT, il y aurait une possibilité à chaque transaction de rétribuer un pourcentage
au créateur, ce qui fait que lui bénéficierait de la hausse du NFT qu'il a créé. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc je vais revenir un peu sur les définitions, parce qu'on a parlé de blockchain, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la blockchain. Donc déjà, un NFT, il est automatiquement lié à une clé privée qui a été encodée par la blockchain. Sans blockchain, le NFT n'existerait pas. Donc c'est important aussi de comprendre ce qu'est la blockchain. Donc la blockchain, grosso modo, c'est un moyen de stocker, de transférer des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait la force de la blockchain. En gros, la possibilité de se passer d'un tiers pour valider le transfert. Je reprends l'exemple de l'argent. Quand on fait des transactions bancaires, ça passe par une banque centrale et après l'argent est rétribué. Là, avec la blockchain, on se passe de cette banque centrale. La blockchain, pour faire aussi simple, la blockchain, c'est ce qu'on a connu il y a de ça des quinzaines d'années, c'est la nouvelle génération de ce système-là, ce n'est que du peer-to-peer. La blockchain, c'est une évolution de ce qu'on a connu à travers Imul. C'est-à-dire un réseau d'ordinateurs interconnectés qui permet le transport d'une donnée, d'une information au travers d'un réseau maillé. Et c'est simplement le process du peer-to-peer. C'est ça, il faut voir ça effectivement comme une espèce de toile d'araignée où chaque utilisateur va être connecté aux autres, et tous les utilisateurs sont connectés entre eux à travers cette espèce de grand réseau maillé. Et du coup, la blockchain, c'est que chacun possède, on va dire, un registre, le même registre, qui est le même pour tout le monde, et quand le nôtre n'est pas complet, au moment où on se reconnecte sur la blockchain, on recomplète notre registre par rapport à ce qui est chez les autres utilisateurs, et du coup, chaque utilisateur du réseau maillé peut du coup valider, encoder ces fameuses clés privées qui sont dans la blockchain. Et donc, quand on disait tout à l'heure, il y a des plateformes pour créer un NFT, ça passe par ces plateformes de blockchain, et des blockchains, il y en a plusieurs, avec plusieurs réseaux différents, et donc c'est pour ça que je disais, il y a plusieurs types de NFT, puisque ça passe par différentes blockchains. Et du coup, chaque blockchain fonctionne aussi avec une crypto-monnaie différente, et du coup, suivant le NFT qui a été créé sur une blockchain, on va le payer avec la crypto-monnaie qui est associée à ce réseau. Voilà, puisque la crypto-monnaie se base elle aussi sur la blockchain. Le principe c'est pareil, c'est des transactions avec un émetteur, un récepteur et une clé privée contenant les fonds et l'identifiant de la transaction. Donc c'est sur le même réseau, quoi, voilà. Donc c'est indissociable. Je veux dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter des NFT avec autre chose que de la crypto-monnaie. Et on en parlera, moi c'est quelque chose qui je trouve dommageable, parce que moi il y a quelque chose au travers de la NFT, il y a des applications qui commencent à émerger, à être pensées, qui peuvent être intéressantes, mais le problème que ça soit limité à un règlement à travers de la crypto-monnaie, ça complexifie ces applications pour une émancipation et une ouverture à tous. Moi je trouve que c'est un peu double peine parce qu'il faut un encodage du NFT, puis après il faut payer avec de la monnaie qui elle-même est encodée. Bon voilà, ça devient fastidieux pour avoir des NFT. Et c'est pas que les joueurs comprennent pas, comme peut le dire le président d'Ubisoft, c'est surtout que c'est pas très accessible en fait. C'est pas qu'on comprend pas comment ça marche, et bon après comment ça marche, on peut ne pas comprendre, mais on peut comprendre le principe de base. C'est surtout que tout le monde n'a pas envie de posséder de la crypto-monnaie et de se lancer à corps perdu dans les NFT, quoi, voilà. Et puis une crypto-monnaie, quand on a de la crypto, il faut aussi la sécuriser. C'est-à-dire que aujourd'hui, avoir de la crypto, la stocker sur ton ordinateur, c'est, même si elle est cryptée, il faut quand même que tu la protèges. Et c'est pour ça que tu as des sociétés qui existent aujourd'hui, qui te proposent des solutions portables sur lesquelles tu vas stocker ta crypto-monnaie. Et c'est Ledger, qui est une société française qui est numéro 1 mondial sur ce domaine-là. Je crois que c'est ça, je crois que le nom c'est Ledger, le nom de la société. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Et c'est une société française qui est leader mondial. Et pourquoi je le sais? Tout simplement parce que je suis un grand fan de l'émission Qui veut être mon associé, et le patron qui a créé ce système-là fait partie des patrons jury de l'émission.
Mais du coup, voilà. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte sur la question de la crypto, c'est la sécurisation de ta monnaie, quoi. C'est ça. Alors après, précision quand même importante aussi, la crypto-monnaie, c'est quoi? Bon, bah c'est une monnaie, ça on en est sûr, mais c'est une monnaie qui est virtuelle. Hein, donc il n'y a pas de billets ou de pièces, hein, ça ne se palpe pas. Et surtout, elle est non régulée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de banque centrale et elle ne dépend pas d'État. Hein, elle est complètement indépendante. Elle est dépendante d'ailleurs de la blockchain sur laquelle elle circule. Ça, on en a parlé. Donc tout ce petit monde fait l'émergence des crypto-monnaies, des NFT pardon, avec les crypto-monnaies. Voilà. Et puis voilà un petit peu pour ce qui est on va dire du contexte des NFT, des cryptos et compagnie. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, quoi, de quoi il en retourne avec cette techno. Bon, je vous avoue qu'il y a des choses, moi personnellement, ce week-end, j'en ai bouffé des articles et tout ça pour essayer de comprendre. Il y a encore des choses que j'ai pas totalement saisies. Hein. Moi non plus. Hein. L'intérêt du minage de crypto, tout ça, c'est des trucs... il faudrait que je m'y plonge vraiment pour vraiment comprendre le concept. Voilà, après, nous, on fait un peu de la vulgarisation, quoi. On n'a pas vocation à vous détailler. On n'est pas des spécialistes, voilà. On vous explique dans les grandes lignes ce que c'est, comment ça marche, quoi. Mais et puis surtout, on va vous parler des applications, parce que ce qui est intéressant, bon, comprendre un petit peu la base, c'est intéressant. Voir les applications qui peuvent en être derrière, en bien comme en moins bien, ou plutôt en moins bien comme en très bien, je trouve que c'est encore plus intéressant. Et puis c'est beaucoup plus concret d'en parler. On commence par les usages prometteurs, parce qu'on va dire que il y en a quelques-uns. Eh ben moi j'aurais plutôt commencé par les dérives, qui étaient le sujet de base. D'accord. Et finalement on en a parlé, et on va en parler que très peu. Et après on va plutôt parler des trucs prometteurs, et il y en a beaucoup plus en fait que les aspects négatifs à mon sens. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y en a plus, mais malheureusement, je trouve qu'ils sont pas assez développés. Mais bon, bien sûr. Mais je préfère finir sur la note d'espoir que plomber le moral en fin d'émission. Moi, je t'avoue que je suis très contre ce concept-là, malgré les usages prometteurs. Donc, bon, voilà. Allez, on commence par les dérives. Allez. Eh ben, alors, vas-y. Eh ben, la première dérive, c'est la mise à disposition aux joueurs de skins ou accessoires in-game. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les news, en quantité limitée, un peu comme un collector. Donc, et du coup, quelqu'un qui aurait un objet unique va pouvoir, à travers des hôtels de vente, les remettre en vente, un petit peu comme ce qu'on a connu dans des jeux comme World of Warcraft ou dans les autres jeux MMO. Mais là, voilà, c'est le concept vraiment d'avoir des skins vraiment très limités et ça va être de la spéculation, c'est-à-dire je vais te vendre le skin à la personne qui m'en offrira le plus cher. C'est ça, puisque c'est des enchères de toute façon, donc. Et du coup, ce qui est gênant là-dedans, moi on va dire que c'est pas trop gênant tant que ça reste de l'ordre du cosmétique. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur spéculation de leur côté, tant que c'est du cosmétique, ça me va. Tu veux le costume licorne, bon tu le payes, il n'y a que toi qui l'as, voilà. Et t'es content d'avoir ton costume licorne que les autres n'ont pas. Ok, très bien, si c'est ton plaisir de joueur, moi il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, là où ça commence à me faire tilter, c'est quand t'as des éditeurs qui commencent à parler que t'as des choses qui sont, entre guillemets, du pay to win, qui vont commencer à être intégrées. C'est-à-dire que, alors je crois que c'est Ubi qu'en a parlé, c'est que t'aurais certaines types d'armes qui ne seraient accessibles que via du NFT, et des armes qui seraient plus puissantes que les armes de base. Ah, bien sûr. Bon, c'est pas drôle. Donc là, je trouve que ça commence à être dommageable parce que grosso modo, seules les personnes qui auront les moyens pourront s'acheter les armes et donc, t'auras plus des compétitions de pro gamers où t'auras le talent des personnes qui sera en jeu. Ça sera juste le gamer qui aura le plus gros portefeuille qui pourra jouer le mieux.
C'est un peu ça. Donc, Bon, alors après, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ça n'a rien inventé, puisque avec tous les jeux free-to-play, c'est déjà un peu le cas. Parce que tu peux jouer gratuitement, mais si tu veux aller plus loin, il faut payer. Il faut payer ton contenu. Le contenu est accessible à tout le monde, par contre. Voilà. C'est ça, c'est que pour moi, c'est pas pour aller plus loin, c'est pour aller plus vite. C'est-à-dire que si tu veux pas perdre tes 3 mois ou 4 mois de farm pour avoir ton objet, bah tu peux payer tout de suite pour l'avoir plus vite. Donc moi aujourd'hui, le free-to-play, j'ai rarement vu du... En gros, c'est généralement du pay-to-win, mais c'est parce que ça mise sur le côté de l'instantanéité. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, parce qu'il y a des jeux, c'est exactement comme tu le décris, ok. Il y a des jeux, et je vais reprendre l'exemple de eFootball, hein, Konami, si tu nous entends, qui propose un contenu très limité, et pour avoir la suite du contenu, faut passer par les DLC. Alors si maintenant ces fameux DLC étaient sous forme de NFT... tu parles par rapport... D'accord. Oui, là tu parles de remplacer... Moi, je sais pas ça que je pensais que tu voulais en fait, évoquer. Si tu parles du DLC qui devient NFT, oui, là c'est inadmissible. Voilà, mais par contre... Déjà, le concept de DLC, on en a déjà parlé, je le trouve déjà, moi, ça inadmissible. Ouais, moi je suis parce pas que fan. ça sous-entend que quand tu vends ton jeu, tu sais que tu vas faire du DLC, donc tu vends un jeu incomplet. Oui. Et ça, c'est inadmissible à la base. Bah déjà, aujourd'hui, on a des consoles qui permettent de faire des mises à jour. T'as le patch Day One, c'est-à-dire que le jeu sort, et le jour où il sort, t'as la mise à jour. Et tu pouvais pas l'intégrer avant la mise à jour dans le jeu. Pourquoi il y a besoin de faire... parce que le jeu, le jeu, il est gold, donc c'est-à-dire qu'il est prêt à être vendu genre 3 semaines, 1 mois avant la sortie, là. Horizon Forbidden West qui sort le 18, il est gold depuis 1 semaine, donc allez, ça veut dire c'est 3 semaines avant. Bon bah le jeu, ça veut dire il est gold, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code source du jeu est prêt, il est gravé sur les Blu-ray, il est compilé pour les stores PlayStation, Steam, etc. Et après il est vendu. Sauf que pendant ce laps de temps, bah ils continuent à développer et ils appliquent des patchs, des petites corrections de dernière minute pour te sortir un patch Day One. Ça, avant, ça n'existait pas. Quand le jeu était gold, il était fini. Parce que le jeu il sortait sur une cartouche qui ne pouvait pas être mise à jour, t'enfilais ça dans ta console et tu jouais. Aujourd'hui ça c'est déjà terminé. Et après, oui, t'as encore d'autres mises à jour et t'as les DLC qui viennent compléter le jeu qui a été vendu déjà. Maintenant c'est 80€ quand même sur une PS5 et une Xbox Series X. Donc 80 balles, tu vas encore payer ton DLC à moins de 10 balles, t'as rien, ça monte à 90. Et puis des DLC en général t'en as pas qu'un. Voilà. Mais ça, c'est un modèle économique qui s'est développé depuis plusieurs années. Et à la limite, bon, tu peux jouer, on va dire, au jeu de base, et si tu veux et que tu as les moyens, t'achètes le DLC, mais tout le monde est sur un pied d'égalité, tout le monde peut s'acheter le DLC. Maintenant, c'est là où je suis pas d'accord, et je te rejoins là-dessus, c'est quand la dérive, elle vient sur de la NFT par rapport à ces DLC. Non, pourquoi est-ce que il y aurait que un ou une poignée de personnes qui aurait accès à ce contenu supplémentaire? Donc quand c'est du cosmétique, bah, ça va rien enlever aux autres, c'est qu'un costume, c'est du cosmétique, mais quand c'est des éléments de gameplay, ouais, là c'est une sacrée dérive, quoi. On est bien d'accord. C'est ça, et c'est... Mais c'est un peu, voilà, c'est vraiment le problème, c'est vraiment le problème, et c'est un problème qui est vraiment typique de ce phénomène de boursicotage, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et on s'y trompe pas, les sociétés qui se lancent dedans, c'est celles qui font pas des super jeux en ce moment, qui veulent gagner de l'argent à tout prix, sans se baser sur le développement de jeux qualitatifs, mais en disant on va vendre du contenu, on va faire monter les chiffres boursiers, et on le voit en bourse, hein, parce que c'est très lié. Hein. Dès qu'une société annonce qu'elle s'engage dans les NFT, la valeur boursière augmente. Mais alors elle augmente pas pour rien en plus, hein. Voilà. Alors après ces sociétés-là, elles sont aussi un petit peu tributaires de mecs, parce qu'il y a de ça à peu près 1 an. Hein. Elon Musk fait une sortie contre, alors qu'il prônait les crypto-monnaies. Il fait une sortie en disant les crypto-monnaies c'est de la merde. Bah, tous les cours se sont effondrés le lendemain, quoi. Et 3 jours après, il dit c'est génial, tout est remonté en flèche. C'est remonté.
Il y a des mecs comme ça qui ont un pouvoir sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, et on en parlait dans les news, tu parles des éditeurs qui marchent pas, mais on parlait aussi des boutiques. Si GameStop veut se lancer là-dedans, c'est parce qu'aujourd'hui, la vente de jeux matérialisés est plus difficile et que du coup, il faut bien qu'ils gagnent du pognon quelque part, quoi. Ah bah oui, de toute façon, les chiffres, ils ont parlé. On est à plus de 65% de vente de jeux en démat. Donc, c'est ça. Il reste 35% de jeux physiques. Donc les boutiques, la seule qui reste, qui est Micromania en France, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Je parle de boutiques spécialisées, pas de Auchan, Carrefour qui en vend aussi. Et puis Fnac, oui, voilà. On parle de vraiment boutiques spécialisées jeux vidéo. Donc voilà, les dérives, elles sont pas nombreuses. C'est surtout la principale, c'est la spéculation, quoi. On vient foutre de la spéculation dans le monde du jeu vidéo. Mais comme quoi, quand les sociétés parlent de NFT, le cours de l'action change. C'est preuve qu'on est pleinement dans quelque chose de spéculatif, puisque justement, l'élément de base de la spéculation, qui est le monde boursier, s'enflamme dès qu'une société s'engage dans un autre domaine spéculatif. Les mecs, ils se frottent les mains, ils disent « Ah, génial, on va pouvoir spéculer encore plus !» Donc voilà, on s'y trompe pas. Donc quand ils nous disent que les joueurs ont rien compris, non, maintenant on a très bien compris, ne prenez pas pour des idiots. Enfin voilà. C'est ça. Alors, dans les usages prometteurs, alors moi, il y en a un qui me plaît énormément, mais justement, c'est le problème de sa démocratisation et comment ils vont faire pour que tout le monde y ait accès sans passer par les crypto-monnaies. C'est ça. C'est l'histoire de l'occasion, la revente de jeux dématérialisés d'occasion. C'est-à-dire que je m'achète un jeu en démat. Tu en es bien l'unique détenteur. J'en suis l'unique détenteur, donc ce jeu, on va dire, est lié à un NFT. Et lorsque je cède le jeu avec son NFT, j'en ne suis plus le détenteur. Le jeu devient la possession d'un autre joueur. Et du coup, je peux ainsi vendre le jeu que j'ai acheté en démat, que j'ai terminé, auquel je ne jouerai plus, et qui... vaut mieux leur vendre qui reste à pourrir dans une bibliothèque qui ne sera pas téléchargée et voilà quoi. Donc ça, moi je trouve que c'est un usage qui est génial. Je trouve que l'usage est vraiment intéressant. Le seul contrainte aujourd'hui, c'est que pour mettre ça en place, aujourd'hui, il faut que ça soit un achat en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit créé au niveau de la crypto-monnaie et que les éditeurs soient prêts à associer un NFT unique sur chaque on va dire version du jeu vendu. C'est ça. Voilà. Ça demande une organisation quand même au niveau de l'éditeur du jeu. Et aujourd'hui, pour le moment, personne ne se lance sur ce domaine-là avec, on pourrait imaginer, à la rigueur, un système de change où on pourrait changer du vrai argent contre des crypto-monnaies qui seraient nos tokens pour faire de l'achat-vente de jeux. Mais aujourd'hui, ce passage entre la crypto-monnaie et l'argent réel est très compliqué, quoi. C'est ça. C'est qu'il faut être sur d'autres plateformes et puis, c'est des domaines qui, normalement, devraient être régulés. Sauf que le principe de la crypto-monnaie est qu'elle ne le soit pas. Donc, c'est quand même le concept de base. C'est quand même ça qui fait que c'est un peu compliqué. Mais justement, c'est là où je pense que les éditeurs devraient déployer leurs efforts et les mutualiser. Et c'est là où GameStop a pas forcément une mauvaise idée, c'est que si c'est eux qui deviennent la plateforme d'échange, on a parlé d'échange de NFT, et à ce moment-là, tu as un support qui est centralisé. Alors, le problème, c'est que ça va un peu à l'encontre du concept, justement, d'avoir quelque chose de décentralisé, mais ils deviennent la plateforme centrale, et après, on reste sur le principe de la blockchain, et... Alors, qu'est-ce que tu entends par le problème numéro 1 des NFT pour le moment, frérot ? Parce qu'on ne peut pas avoir le même problème numéro 1. Pour nous, le problème numéro 1, c'est que c'est
c'est que c'est un peu, enfin, je vais pas dire pour des élites, mais c'est pour des initiés quand même. Le commun des mortels ne peut pas se lancer comme ça dans les NFT, il y a quand même des choses à comprendre. Ah, mais la consommation énergétique, on y viendra après. C'est le sujet d'après. Oui, on va y revenir, ouais. On va y revenir. C'est un sujet à part entière. Salut au potable. Ah, bonjour au potable. Comment ça va? Donc voilà, donc ensuite, le NFT, autre utilisation, et là, les éditeurs aussi devraient se jeter dessus, parce que c'est un vrai outil, ça serait un vrai outil pour eux, ça serait une aide contre le piratage. C'est-à-dire que du fait chaque exemplaire est unique. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a même des... Alors là, on parle des éditeurs de jeux vidéo, mais il y a quand même des boutiques de luxe, genre Louis Vuitton, pour pas la citer, qui commencent à se lancer dans le NFT pour pouvoir associer à un sac que tu vas voir Louis Vuitton, un NFT associé pour dire ce sac, il est unique, j'en suis le propriétaire, et c'est pas une copie. Si je veux le revendre, je certifie que c'est bien un sac Louis Vuitton. Et donc, ça permet la lutte contre les faussaires et la copie, et voilà. Donc, c'est aussi une utilisation très, très positive. Si ça permet justement d'éviter le piratage, c'est quand même quelque chose qu'il faut, à mon avis, développer. Je pense aussi, ouais. Ah ouais. Et une autre possibilité qui est amenée par les NFT, eh ben c'est la possibilité, on en parlait tout à l'heure, pour les créateurs de vendre leur travail sous forme de NFT. Je reprends un autre exemple, Mario Maker. Mario Maker, il y a des dizaines de niveaux qui sont faits par les joueurs. Ben, pourquoi pas vendre son niveau, mais je dis pas le vendre le prix du jeu, mais le vendre quelques centimes, allez, 1 euro, 2 euros, mais ça permettrait de rétribuer le créateur par la vente de son niveau. Après, toujours pareil, le problème que ce soit en NFT, eh ben, c'est unique, donc après chacun possède le niveau. Mais bon, pourquoi pas, bah tiens, j'ai fait tel niveau, tu le veux? Ouais, bah tiens, je te le vends, qu'à toi. Il y a des choses à développer, il y a vraiment des choses à développer. Donc voilà les usages prometteurs. Il n'y en a pas pléthore non plus, mais il y en a plus que les côtés négatifs, parce qu'il y a au moins 3 usages qui sont intéressants, que les dérives, bah, c'est principalement la spéculation, quoi. Et puis, donc voilà. Et justement, le démonium, on y arrive. Et l'écologie. Et l'écologie dans tout ça. Parce que c'est bien beau. C'est bien beau, parler de ces crypto-monnaies, de tout ce système virtuel et numérique. Mais dans tout ça, ben, c'est l'aspect très énergivore du NFT en fait. Alors, du NFT en lui-même, mais de tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir l'échanger. C'est ça. Et c'est un peu la double peine. Quand on parle de NFT, on parle de crypto-monnaie, mais pour de la crypto-monnaie, il faut miner. On en parlait tout à l'heure. Donc, déjà, miner, quand vous voyez les fermes d'ordinateurs qui font du minage, vous comprenez très vite les consommations énergétiques de ces données-là. Sauf que quand on expliquait le NFT, la blockchain, c'est un système de réseau peer-to-peer, mais pour que ce réseau fonctionne, c'est des serveurs, des ordinateurs qui sont connectés en permanence. Donc en gros, on a une très forte consommation. Et puis, attention, ils sont pas juste connectés en permanence. C'est que comme chaque NFT possède une clé de cryptage unique, il faut que tous les ordinateurs du réseau cryptent et décryptent en permanence. Donc c'est pas juste, il faut qu'on soit connecté. Le truc est pas en veille. Il travaille. Il encode, il décode ces fameuses clés uniques. Et ça consomme beaucoup. Donc le NFT, il va consommer pour être créé, pour être échangé, parce qu'il est sur la blockchain. Derrière, on l'achète et on le vend avec des cryptos qui, elles aussi, consomment parce qu'elles ont un encodage et qu'en plus, il faut les miner. C'est même la triple peine. Et aujourd'hui, c'est très décrié, ça.
Et en plus, pour continuer sur la partie énergétique, quand vous voyez pourquoi il y a eu une grosse pénurie de cartes graphiques, parce que justement, il faut des puissances considérables de calcul pour pouvoir miner. Et ces puissances de calcul sont données et sont très accessibles via les processeurs graphiques. Et donc voilà, c'est... les mineurs s'en sont emparés. En plus d'être énergivore, ce phénomène a créé un problème d'approvisionnement de composants à travers le monde. Qui était déjà pas en super forme avec le Covid. Mais alors voilà, là, en plus, le peu qu'il y avait sur le marché, c'est les mineurs de crypto qui ont tout raflé. Je vous ai mis dans les chats aussi un lien du journal du geek qui parle donc, justement des consommations monstrueuses pour l'environnement des NFT. Il y a eu un exemple il n'y a pas longtemps justement sur le minage de crypto-monnaies. C'était beaucoup fait en Chine. Et la Chine, elle a tapé du poing sur la table, elle a dit c'est bon, les mineurs en ont ras-le-bol, et ils ont un petit peu resserré la vis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, tous les mineurs, ils se sont délocalisés, ils sont partis dans un pays du Maghreb, je sais plus ce que c'était, Kazakhstan ou Ouzbékistan, un de ces pays-là. Et du coup, eh ben, ça a fait blackout sur le réseau électrique du pays, mais du pays, hein. C'est-à-dire qu'ils ont tellement pompé d'énergie pour faire des fermes de minage que ça a fait tomber le réseau national, quoi. D'un pays qui n'a pas la même capacité énergétique que la Chine, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est complètement, un gâchis monumental. Alors, pour vous donner un petit exemple de l'impact énergétique qu'on a quand même dans le secteur du numérique, donc là, ça va pas être lié forcément qu'au NFT, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, en France, il y a eu un rapport de l'ADEME, donc l'agence qui travaille sur la transition écologique, et l'ARCEP, donc l'ARCEP qui est une agence qui contrôle la partie, on va dire, télécommunications et échange de données en France. Ils ont publié ensemble un rapport, il y a 15 jours de ça, pour déterminer qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone de la France, 2,5% de son empreinte carbone n'est générée que par le numérique. C'est-à-dire 2,5, on a l'impression que c'est pas énorme, mais en fait c'est colossal. C'est colossal. Quand on voit le nombre de bagnoles qui circulent par jour, de camions, de tout ça, les industries et tout ça, et ben dans tout ça, on pèse quand même avec le numérique 2,5%. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des bonnes pratiques qui sont souvent données. Et en ce moment, je sais pas si vous regardez un peu la télé, il y a beaucoup de pubs à la télé qui commencent à passer pour changer sa manière de vivre numériquement pour réduire son impact carbone. C'est vider vos mails, trier vos boîtes mail, éteignez vos écrans, éteignez vos ordinateurs. Voilà, il y a plein de petits conseils comme ça qui sont donnés en ce moment dans les publicités, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à notre niveau, tout geek que nous sommes, on a un vrai pouvoir d'agir sur nos consommations énergétiques et sur l'empreinte carbone qu'on crée. Et du coup, avec cette empreinte carbone qu'on crée, malheureusement, on contribue à la destruction de notre planète. Et ça, faut s'en rendre compte. Voilà, donc on va s'arrêter là, couper vos écrans. Bonne nuit. C'est ça, le stream s'arrête là-dessus, c'était la conclusion. Alors non, on n'en est pas là parce qu'il faut bien vivre aussi, mais disons que à une époque on disait éteignez vos lumières, maintenant on dit plutôt que de mettre votre écran en veille, éteignez-le, tous les appareils qui sont en veille, éteignez-les. Voilà, un appareil qui est en veille, c'est pas grand chose, mais quand je suis sûr que si on regarde chez nous tous les appareils qui sont en veille, mais il y en a au moins une dizaine. Voilà, et on pourrait tous les couper du secteur. Un truc simple aussi, et je m'en étais pas forcément rendu compte, je pense qu'on va dire, 70% à 90% des gens, on branche tous notre téléphone le soir en allant nous coucher. Rien que ça, c'est hyper énergivore parce que
quand on achète le petit chargeur qui n'est pas du constructeur, alors moi je vais prendre mon cas, je suis chez Apple. Clairement, je préfère m'acheter le chargeur qui va être de chez un petit fournisseur tiers parce que il va me coûter moins cher. Mais entre le chargeur du fournisseur tiers et le chargeur du vrai fabricant, il y a quand même une différence aujourd'hui, et ça a été prouvé, c'est que les chargeurs des fabricants permettent une coupure de l'alimentation quand ton téléphone est fini de charger. Ce que ne font pas les chargeurs des producteurs tiers. Exactement. Donc déjà, ça consomme plus, et en plus, ça esquinte les batteries. Et en plus, ça esquinte les batteries, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est conseillé de, en plus pour la durée de vie de vos batteries, de ne pas charger vos téléphones jusqu'à 100% et de ne pas attendre qu'ils soient à 0 pour les recharger. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de bonnes pratiques qui sont à connaître. Je pense qu'on fera peut-être une émission un jour, un petit topic un jour sur ces bonnes pratiques numériques à avoir, parce que je pense que c'est très intéressant et que ça nous permet, nous, à notre niveau, d'agir. Exactement. En tout cas, c'est pas des multinationales qui vont nous aider là-dedans, c'est tout un chacun de faire un effort, parce que la petite économie de chacun, vu le nombre qu'on est, ça fait des grosses économies. Et donc pour revenir sur les NFT, la blockchain et tout ça, donc oui, on disait double peine, triple peine, mais c'est au-delà de tout ça, parce que nous, quand on en utilise, on a notre PC qui est connecté au réseau, qui encrypte, qui décrypte, les autres qui n'échangent pas forcément sont aussi sur le réseau et encryptent et décryptent. Après, on paye avec de la crypto qui fait exactement pareil, plus les serveurs pour accéder au réseau, etc. etc. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, je suis d'accord avec toi, Camille, il y a toujours des personnes qui s'en foutent. Mais c'est le principe de l'histoire du colibri, hein. C'est que, je sais pas si vous connaissez ça, c'est une histoire, c'est hyper connu. Il y a un énorme feu de forêt et tous les animaux sont au bord de cette forêt, ils sont tous en pleurs en voyant la forêt brûler. Et ils voient un petit colibri qui va à l'étang à côté de la forêt, qui prend un peu d'eau dans son bec et qui la jette sur le feu. Et il fait des allers-retours comme ça. Et donc, t'as un ours qui lui dit « Mais pourquoi, petit colibri, tu te prends la tête? C'est pas avec ton pauvre petit bec que tu vas arriver à atteindre le feu qui est en train de se propager. » Et le colibri de répondre « Oui, mais si chacun prenait sa part, le problème serait réglé. » Et il est là aujourd'hui, c'est que... Malheureusement, il y a des gens qui sont contre, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire sa part. C'est ça. Et si la majorité commence à faire sa part, celui qui était contre va peut-être finir par se dire « Ah, quand même, ça serait bien. » C'est ça. C'est qu'on a un pouvoir de convaincre. C'est comme ça qu'on fait évoluer. Voilà. C'est comme ça qu'on fait évoluer les mentalités. Hein. Donc voilà. Et... alors après c'est pas simple, moi je vous avoue, hein, moi le premier, hein, on en parlait la semaine dernière, je sais plus, c'est peut-être avec Stéphane qu'on en avait parlé en off, le fait d'éteindre son écran d'ordinateur, de ne plus le mettre en veille, du moins d'arrêter de le mettre en veille et de vraiment l'éteindre quand on quitte le bureau. Eh ben, je m'en suis rendu, j'y ai pensé la semaine dernière quand je suis allé au bureau. J'étais content parce que j'ai pensé à l'éteindre, parce que généralement je pars du bureau, je laisse l'écran en veille et je pense pas forcément à l'éteindre. On parle de bureaux, le nombre de bureaux, de boutiques, d'enseignes, etc. qui restent allumés toute la nuit alors qu'il n'y a personne. Alors qu'il y a une loi. Ouais, bien sûr. En plus, le pire, c'est qu'il y a une loi qui demande à ce que ça soit éteint. Bien sûr. Quand on voit les devantures de magasins à 2h du matin qui sont complètement éclairées, mais à quoi ça sert ça? Il y a des collectifs, ça tu m'en parlais Steve, et il y a des collectifs qui s'occupent d'aller dans les villes éteindre les enseignes lumineuses des boutiques. Ah ouais, et c'est le clan du néon. D'ailleurs, je crois que celui-là a été dissous, mais ça a été l'un des premiers où le but c'était... parce que c'est simple, hein, vous verrez dans une boutique, vous allez sur une boutique, vous voyez
des lampes à l'extérieur, alors pas dans les vitrines c'est un peu plus compliqué, mais les néons extérieurs, des choses comme ça, vous trouverez toujours un petit boîtier blanc à proximité avec un interrupteur. Et cet interrupteur-là, vous appuyez sur l'interrupteur, vous éteignez les lampadaires extérieurs de la devanture des boutiques. Et aujourd'hui, normalement, ces boutiques ont l'obligation de le faire. Sauf que, c'est comme de nombreuses lois en France, il y a la loi et il y a son application. C'est ça. Et l'application, elle n'est pas forcément voilà. Respectée. C'est ça, malheureusement. Malheureusement, ouais. Enfin bref, voilà. On va passer à notre micro libre. Donc, pour faire écho à ce que disaient les différents patrons d'éditeurs, hein, et je pense principalement à Ubisoft, il y a ou Square Enix qui parlent de joueurs qui sont des jouets pour contribuer. Moi je me mets plutôt dans la case joueur pour le plaisir, hein, qui était la catégorie qui était définie par le président de Square Enix, qui aujourd'hui a priori est la majorité des personnes, hein, les joueurs pour s'amuser. On a aussi les joueurs pour partager, c'est aussi un petit peu notre cas, enfin surtout toi Steve, parce que tu joues et tu partages ça sur Twitch. Et vous dans le chat, quel type de joueur vous êtes ? Est-ce que vous êtes un joueur purement pour le plaisir, un joueur partage ? Alors quand on dit partage, il y a Twitch, le stream, mais il y a aussi le jeu en ligne, le multilocal, hein, c'est du joueur et puis, qui joue pour partager. Avec ses amis, le samedi soir, jouer tous à Mario Party, c'est du jeu partagé. C'est ça. On est vraiment dans ce... Et bien les joueurs investisseurs, donc ils vont bientôt peut-être pouvoir investir du jeu vidéo pour pouvoir apporter de la rentabilité. Mon frangin qui me met dans le chat que pour moi, j'aime pas les gens. C'est une bonne réponse. Et après, il y a l'entre-deux aussi. Il y a ceux qui vont jouer sur Twitch, mais qui vont essayer d'en tirer un revenu. Et ça, on en parlait dans les news. Ça va pouvoir être pour les moyens et gros streamers, ceux qui seront partenaires Twitch, d'avoir des rémunérations fixes à partir de la publicité qui est diffusée sur leur chaîne. Donc ils jouent, ils s'éclatent, ils partagent, et ils en ont une petite rétribution. Parce qu'ils y passent du temps quand même. Le stream, ça peut paraître tout con, hein, de Gugus devant une caméra qui se filme, sauf que la caméra, il a fallu l'acheter, le micro, il a fallu l'acheter, le PC pour faire tourner ça, et Steve est bien placé pour en parler en ce moment, ça coûte cher. Hein, donc c'est un investissement financier, c'est un investissement en temps, parce que les streams, on les prépare, hein, le sujet des NFT, c'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On l'a préparé le sujet, on a travaillé dessus, alors pas autant que si on était des professionnels du journalisme dédiés à ça, mais on s'est quand même renseigné. À chaque fois qu'on fait un geekologique, on a quand même travaillé un peu nos sujets, et puis même quand on fait des streams plus classiques, ça demande du boulot. Moi je sais que pour mes streams où je fais du DIY, le DIY, les bricolages, ça se prépare, je fais des choses en off pour que ce soit prêt pour le prochain stream, ça me demande de l'achat de matériel, etc., quoi. Et pour le JV c'est pareil, les jeux ils sont pas gratuits, il faut les payer, quoi. Et le boîtier d'acquisition et machin, ça demande aussi de l'investissement financier, du temps, etc. Toi Steve, je sais que Pokémon, t'as pas attaqué le jeu direct en stream, t'as essayé un peu avant en off, et après t'as fait une nouvelle partie en connaissant un petit peu les mécaniques du jeu, quoi, pour savoir dans quoi tu te lances. Après c'est pour aussi c'est un contexte particulier, moi, sur tous les jeux Pokémon, c'est que le jeu, je souhaite toujours le faire avec les 3 Pokémon du starter. Et donc le jeu, je le recommence 2 fois. Je commence le jeu, je prends mon premier starter, je vais jusqu'à la possibilité d'échanger, je le donne chez ma nourrice attitrée alias Camilou, je donne mon Pokémon, je reset mon jeu, je recommence avec un deuxième starter, ainsi de suite, et ma vraie partie est le deuxième reboot, où là, je commence vraiment le jeu, et quand j'arrive au niveau où je peux échanger les Pokémon, je récupère mes 2 starters, et je commence la vraie partie. D'accord.
Mais c'est vrai que ça m'a permis d'appréhender le jeu, ça me permet d'appréhender le jeu et de savoir un petit peu. Généralement, les jeux, quand j'y joue en stream, je découvre rarement en stream. Voilà. Et Je mon vais pas frangin qui dit mentir. le cheat. C'est pas le cheat, c'est le seul moyen d'avoir ton Pokédex à 100%. Bah ouais, de toute façon, pas le choix. Du Hein. moins, dans les autres jeux. À l'époque, c'était sur les autres jeux. De pouvoir avoir tous tes Pokémon, d'avoir au moins un exemplaire de tous tes Pokémon, c'était le seul moyen. Et encore, j'ai pas été aussi cinglé que fut un temps, parce qu'il y a des moments où je le recommençais X fois, parce que je voulais avoir le Salamèche, mais il me fallait le Salamèche pour le faire évoluer en Reptincelle, et puis il me fallait le Salamèche pour le faire évoluer en Reptacelle, pour le faire évoluer en Dracofeu. Donc le jeu, je le recommençais 8 fois. Ouais, et puis tu le recommençais après 25 fois parce que tu les voulais tous en shiny. Ouh. Non, alors moi j'ai jamais été jusqu'au shiny, mais Alors voilà. Camilo nous dit, lui, c'est plutôt un joueur partage. Ouais, ces joueurs partagent, ils jouent très peu hors stream. Alors que moi, si je prends mon quota de jeu, le jeu en stream est peanuts par rapport à ce que je joue réellement. Pour vous dire, hein, mes streams, on va dire que c'est entre 2 et 3 heures de stream par soir. Donc ça fait 15 heures, ça fait grosso modo sur 4 soirs, ça fait entre 12 heures. Entre 12 et 16 heures de stream. Non, j'ai dit entre 2 et 3 heures. Donc ça fait entre 8 et 12 heures de stream. Mais par semaine, je suis sûr que si je comptabilise, je suis à plus sur du 20-30 heures de jeu. Hein. Parce que dès que je vais avoir du moment, je vais jouer. Dès que je vais avoir du moment, je vais jouer. C'est-à-dire que le midi, je pars au boulot, j'ai ma Switch dans le sac. Pendant midi, je vais avoir ma pause repas. Une fois que j'ai mangé, je vais avoir le temps de me faire 3/4 d'heure de jeu. Donc en ce moment de Pokémon. Je suis en télétravail, je finis à 18h. À 18h15, la console est allumée, je joue. Voilà, c'est... Moi, jouer en streaming, j'adore ça, j'adore partager, mais ce n'est pas ma manière de jouer principale. Après, tu streames pas tout le temps non plus, c'est le soir, horaire bien précis. Voilà, c'est ça. Mais je le vois, quand des fois, t'es chez toi, t'as envie de jouer, tu dis, bah tiens, je le stream en même temps, je sais que ça t'attire. C'est voilà. ça. T'aimes quand même le jeu partage, quoi. Ah moi, de toute façon, j'ai grandi à travers le jeu partage, et après, clairement, je suis très grand fan, et je pense qu'aujourd'hui, même si j'aime beaucoup le jeu vidéo, je suis encore plus fan du jeu de société, et le jeu de société sans partage... C'est compliqué. Ça existe, hein, mais c'est moins fun. C'est moins fun, ouais. Si, chose que j'ai oublié de vous partager, si vous étiez intéressé par ce sujet des NFT, je vous mets le lien vers une vidéo YouTube qui résume quand même vachement bien tout le sujet, en fait. Ils expliquent la blockchain, les NFT, ils renvoient vers d'autres vidéos plus dans le détail pour la crypto, etc. Donc c'est une vidéo qui est très très bien foutue. Alors c'est sur une chaîne de finance, on va dire. Du coup, ils maîtrisent bien le sujet de la blockchain, de la crypto et tout ça. Voilà, donc je vous partage le lien. Moi, j'ai trouvé la vidéo intéressante en se renseignant sur le sujet. Je vous la partage. Et d'ailleurs, tiens, pour revenir sur les NFT, là, parmi ceux qui sont dans le chat, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui seraient prêts à se lancer justement dans ce domaine ? Moi, alors, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter, mais il semblerait que j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai appris ça ce week-end, qui depuis quelque temps s'est lancé dans la crypto et les NFT. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en discuter avec lui, sinon je lui aurais proposé de venir en parler. Mais j'ai appris ça hier, et donc j'ai pas eu le temps d'échanger avec lui et de préparer l'émission avec la personne pour qu'il puisse y participer. Alors Camilo qui nous dit, le seul jeu que j'ai stream cet été c'est World of Warcraft. Là j'en suis à Farm en raid. Ok. Je peux mettre 2-3 heures en attente pour rien. donc j'ai stop. Bah ouais, tu m'étonnes. Pour faire autre chose en stream. Ouais. Et ouais, il y a des jeux qui sont un peu plus compliqués à faire en stream. Ouais.
Moi, Donc, non. pour mon style de jeu, moi, je suis principalement du joueur plaisir et du joueur solo. Moi, je suis un très 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 gros amateur de jeux solo narratifs. Les Tomb Ouais, c'est Raider, pareil, les Uncharted, ça j'ai adoré. Last of Us, génial, God of War, top. Enfin, voilà, ça c'est vraiment mon style de jeu de prédilection. Du coup, j'ai jamais été très très Zelda, mais Breath of the Wild, j'aime beaucoup. Je l'ai encore pas fini, il va vraiment falloir que je m'y remette. Là, j'ai fait une pause dessus récemment. Steve m'avait fait découvrir sur donc du rétro gaming sur Game Boy Advance Minish Cap, qui est très sympa comme Zelda. J'ai fini il y a pas très longtemps. Là, je suis sur les Golden Sun 1 et 2 sur GBA aussi. Je m'éclate. C'est des heures et des heures de jeu parce que c'est des jeux Game Boy Advance, mais c'est d'une densité. Le scénario est hyper complet. Enfin, c'est énorme. Il y a plein de secrets à découvrir. Enfin, c'est top. Moi, je m'éclate bien là-dessus. Donc, et puis là, j'attends le prochain Horizon qui devrait arriver aux alentours du 20, précommandé là. Donc, j'attends sa livraison. Alors, Camilou dit deux choses dans le chat. Par rapport à NFT, ça l'intéresse pas du tout. Voilà, ça l'intéresse pas du tout. Et il rajoute qu'en parlant de rétro, il attend son fameux boîtier parce que Camilou a acheté un boîtier qui permet de pouvoir streamer des jeux Game Boy Advance et Game Boy. C'est un petit boîtier d'acquisition dans lequel tu rentres directement les cartouches. Style Levercad ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il s'appelle son boîtier. Mets-nous dans le chat, Camilou, ce que t'as commandé comme boîtier, tiens, c'est intéressant. Donc moi il me l'a montré et malheureusement il a appris il y a peu de temps. Normalement il devait être livré en mars-avril et en fait ils lui ont annoncé que tous ceux qui avaient commandé après telle date c'était plus tard. Ça serait plus tard et donc du coup lui il se retrouve dans ceux qui sont plus tard et je crois que c'est repoussé à juin. Ah ouais, ça fait loin. Donc il y a quelques temps encore à attendre. Donc ouais, moi j'attends qu'il fasse le crash test pour savoir si je peux y aller. Eh bah ouais, c'est clair. Donc ouais, moi je suis plutôt jeu solo narratif. Après, j'aime bien le partage aussi. Bah d'ailleurs, moi je vais comme là, c'est pas que je suis à court d'idées, j'arrive à en trouver quand même toutes les semaines pour mes streams des idées de bricolage. Mais bon, il va arriver un moment où je vais être moi aussi en pénurie de créativité. Et puis là, j'ai bien envie d'attaquer justement Horizon avec vous en stream. Donc j'ai pas de boîtier d'acquisition, mais il y a le PS Remote qui permet de prendre la main à distance sur la PS5 et de streamer du coup directement avec la prise en main. Je sais que tu commences à regarder de plus en plus des petits boîtiers d'acquisition. Ça va finir par tomber. Ça va finir par tomber. Je le sens. T'es à deux doigts de craquer là. Ouais, mais du coup, quand on en a parlé, j'ai craqué pour autre chose, à peu près dans le même budget. Et non, du coup, j'ai pas le budget pour acheter le boîtier. J'ai craqué pour une découpeuse laser. Ah. Bon, une graveuse laser. C'est pour ton bricolage quand même. C'est pour le bricolage, ouais, c'est pour les streams. Ça reste quand même la base de tes streams, donc c'est normal. C'est ça. Hop, et je remets dans mon chat, du coup, le message de Camilou. Donc, c'est épilogue. Tac. Voilà, c'est un boîtier. Ça a l'air, franchement, ça avait l'air sympa. La petite démo que j'ai vue sur la page, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc voilà. Après, on parlait du joueur qui souhaiterait se faire rémunérer. Franchement, je me dis à la rigueur, pourquoi pas. C'est-à-dire que je ne jouerai pas pour me rémunérer, mais si je joue et que je tombe sur quelque chose qui a une valeur et que je peux vendre et gagner de l'argent, je vais pas cracher dessus. Voilà. Mais j'en ferai pas moi ma façon de jouer, quoi. En tout cas, t'en ferais pas une activité. C'est pas clairement pas. Voilà. Déjà de une parce que j'aime trop mon métier pour faire autre chose. Et de deux je prendrais pas de plaisir. C'est
On dit tous, nous joueurs, qu'on rêverait d'être payés à jouer. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça nous casserait la tête. Ça nous prendrait vraiment la tête. C'est pour ça que moi, il y a pas mal de passions que j'ai et que je pourrais certainement monnayer. La photo, en premier, que j'ai déjà un petit peu monnayé parce que quand on me demande de faire un mariage, le boulot que ça demande, là, je demande quand même une rétribution. Mais bon, par rapport à un photographe professionnel, c'est rien du tout. Quand je vends 4 ou 500 euros une prestation mariage et qu'on voit qu'un photographe pro qui fait 3 fois moins de photos et va vendre ça 1500 balles minimum, voilà, je fais clairement pas ça pour l'argent, c'est juste pour rémunérer un petit peu le temps que j'y passe, parce que j'y passe vraiment du temps. Les bricolages, c'est pareil, je pourrais vendre des plans, je pourrais vendre des objets, je pourrais vendre des choses, mais aujourd'hui, je veux pas passer dans cette passion travail, parce que j'ai peur de perdre le côté passion et d'avoir que le côté, on va dire, alimentaire, quoi. Ah, c'est ça. Et moi, je me pose même la question, alors je sais pas comment je réagirais, si demain, dans un monde ou dans un univers parallèle, je venais à avoir une communauté telle que je deviens le Zerator bis, je suis même pas sûr que ça me ferait kiffer de me dire c'est bon, je peux arrêter mon activité professionnelle parce qu'aujourd'hui je peux vivre de mon stream, quoi. Je suis même pas sûr que ça me ferait kiffer. Je suis pas sûr non plus. Moi, c'est sûr que non, parce que du coup, ça serait d'autres contraintes. Et de quelque chose qui à la base était un plaisir deviendrait une contrainte. Et ça, moi, je m'y refuse. Je veux garder cette notion de plaisir. C'est pour ça que je pense vraiment être le joueur plaisir. Même si je suis un peu partage, je suis avant tout le joueur plaisir. Et je pense que toi, Steve, tu partages beaucoup, mais t'es avant tout un joueur plaisir. Bah aussi, hein, parce que clairement, franchement, quand je vois, parce que faut voir ce qu'il y a... Il faut voir ce que ça coûte derrière quand tu dois en faire ton activité, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont des sociétés, donc il y a des mecs, ils sont obligés de gagner de l'argent parce qu'ils vont payer des mecs à faire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas Zerator qui fait ses montages et tout ça, hein. Il y a des mecs qui le font pour lui. Lui, à côté de ça, c'est un vrai patron d'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit faire du démarchage en permanence pour avoir des partenaires pour se rémunérer, et se faire des sponsors, faire machin, ouais, c'est ça. C'est une autre vie, franchement, c'est une autre vie. Moi, pour l'avoir fait dans le domaine des médias, cette côté prospection et tout ça, j'y retournerai jamais. Ouais, c'est un métier à part entière, donc c'est ça, on n'est pas juste créateur de contenu, après on est dirigeant d'entreprise. Alors je réagis au chat, ouais, effectivement, Camilou dit ça l'intéresserait la rémunération par la pub en étant partenaire. T'en es où toi, Camilou? T'es affilié, pas partenaire encore. Non. Ah, les objectifs, c'est pas simple, hein. Les objectifs, c'est il faut pendant 30 jours d'affilée avoir 75 viewers de moyenne. De moyenne, eh. Donc nous on fait quoi? Là je suis à 3 spectateurs, ouais, youpi. 3 spectateurs, c'est le minimum pour être affilié, hein. C'est pas encore partenaire, quoi, hein, juste affilié, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, enfin à liker, follow la chaîne, ça me permettra d'être au moins affilié, quoi. Moi j'aimerais bien être affilié. L'affiliation, ça permet quoi? Ça permet déjà d'avoir des points de chaîne et de les utiliser, de faire des interactions avec vous. Ça permet d'avoir un tout petit peu de rémunération, ce qui permet de financer une caméra, un micro, un truc comme ça. Voilà, mais c'est pas l'objectif et pas de gagner de l'argent avec ça. Voilà, c'est ça. De toute façon, moi c'est pareil. Tout ce qui est injecté via les subs ou les dons que j'ai dans mon stream, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des dons, tout est réinjecté dans le stream. C'est-à-dire que chaque euro que quelqu'un investit dans ma chaîne va dans ma chaîne. C'est... plus ce que tu il faudrait plein d'euros pour que je puisse avoir un nouveau PC. C'est ça. Alors donnez des sous. Donnez-moi. Dieu vous le rendra. Hein, c'est comme ça que disait Enrico, donc... C'est ça. Donc voilà, non mais... et mon frangin, il pense pas que ce soit incompatible, je pense qu'il parlait du joueur plaisir et du joueur partage. Si, tu as tort, c'est deux choses différentes. C'est l'un ou l'autre.
Bah après, je pense que les mecs qui font ça, ils y retrouvent quand même un certain plaisir, sinon ils le feraient pas. Bah oui, c'est sûr. C'est t'as quand même une dimension de plaisir, mais peut-être que eux retrouvent du plaisir dans la professionnalisation de leur loisir. Peut-être. Ça, je peux le comprendre. Voilà, c'est peut-être qu'il est là leur plaisir, c'est qu'aujourd'hui, ouais, jouer c'est bien, mais de monter sa société, de faire vivre des personnes au travers de ton loisir à toi, ça peut être un plaisir. Et je sais plus, je me demande si c'était pas Gotaga ou pas Gotaga, comment il s'appelle, c'est pas Squeezie, c'est l'autre de leur bande là, c'est pas Locklear, c'est Dwagby. Je crois que c'est une interview de Dwagby, et c'est ce qu'il disait, c'est que lui, son plaisir, c'est de se dire que il fait un métier qu'il aime, mais que travers le métier qu'il aime, il fait vivre aussi d'autres personnes qui aiment des aspects différents, qui sont à côté de son métier à lui, quoi. Donc voilà. Mais après, ça demande beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de boulot. Moi, j'ai vu quelqu'un percer, pour pas la citer, Little Big Whale. Je l'ai vu percer. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur son stream. On était 10 à être sur son stream en train de la regarder faire du PUBG. Du coup, là maintenant, aujourd'hui, là ce soir, je sais pas si je vais sur sa chaîne, mais elle doit être je suis en train de regarder. Bah voilà, elle a 7000 personnes sur sa chaîne. Elle est en train de jouer à Beat Saber, quoi. Ah oui. Et moi, je l'ai connu, on était que 10 sur sa chaîne. Et des profils comme ça, c'est très rare. C'est très très rare. Elle, en fait, elle a eu de la chance de se faire repérer lors d'un FFS organisé par Zerator, où elle a mis à l'amende tous les gros joueurs PUBG qui étaient présents, quoi. Ouais, c'est ça. Tous les gros streamers PUBG, elle les a tous mis à l'amende, et elle s'est fait connaître comme ça. Donc elle s'est fait connaître parce qu'elle avait du talent. Ah bah, elle a un vrai talent de jeu. Alors là, clairement, Trivia, c'est un vrai, c'est une très grosse joueuse. Elle fait partie, d'ailleurs, sur le dernier FFS, elle a encore fait des top 1. Elle fait partie de la Team Vitality, donc elle fait de la compète. Non, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est ça. Mais au début, elle faisait ça tout seul, et elle faisait du jeu partage, en fait. Elle a commencé comme ça, elle faisait juste du jeu partage. Et aujourd'hui, elle aurait fait son métier, alors. Elle en a fait, oui, aujourd'hui, c'est son activité principale, ouais. C'est son activité principale, et puis, en plus de prendre du plaisir là-dedans, c'est qu'elle est extrêmement talentueuse dans les jeux qu'elle pratique, donc... Alors moi, ce qui me ferait peur aussi, c'est la pérennité de tout ça, quoi. Sachant qu'on va devoir... Pour combien de temps déjà, et puis déjà combien de temps il va y avoir autant de hype dans le domaine du jeu vidéo, etc. Et puis vu qu'on est parti pour bosser jusqu'à 65-70 ans, à quel moment on sera encore au top niveau du jeu vidéo, à quel âge, jusqu'à quel âge ça va tenir, quoi, voilà. Jusque dans la tombe. Oui, je pense que moi je jouerai aux jeux vidéo toute ma vie. J'adore ça, c'est une passion qui me tient depuis gosse. Je pense que je vais continuer là-dedans, mais le niveau est plus le même que quand j'étais gamin, quoi. Voilà, clairement. Ah bah c'est clair. J'ai plus les mêmes les mêmes réflexes, la même dextérité, enfin voilà. Et puis aussi, même on croyait avoir des bons niveaux à l'époque, et on se rend compte que il y avait aussi nettement meilleur que nous, quoi. Ah bah oui. Parce que on n'avait pas Internet pour faire les comparaisons, pour se jauger par rapport aux autres joueurs. Disons qu'on était le meilleur parmi nos potes, mais dans le monde, on était peut-être une petite crotte. C'est clair, c'est clair. Moi, je l'ai vu il y a pas à l'époque, il y a pas très très longtemps, parce que je pratique encore régulièrement du Street Fighter. Je mets à l'amende une bonne partie de mes potes, sauf que mes potes de Pixel Game, qui eux, pareil, j'ai fait des matchs contre eux, ils m'ont mis à l'amende, alors que je me pensais pas mauvais. Il y a toujours meilleur.
De toute façon, on le voit dans toutes les compétitions, que ce soit sportives, e-sportives, etc. Les meilleurs sont meilleurs qu'un temps. Ils se font détrôner. Ben, ça a été un peu le propos de Yo la semaine dernière, justement, où il disait malheureusement, j'étais en forme et tout quand j'ai fait les JO et compagnie, mais ce jour-là, il y avait 3 personnes plus fortes que moi. Ouais. Et donc, je suis arrivé au pied du podium. Voilà. Et il dit il faut l'accepter. Faut l'accepter. Donc voilà. Et du coup, Camilo nous a dit son type de joueur. Au potable, si t'es toujours là, tu serais quel type de joueuse, du coup? Moi, je pense que t'es joueuse plaisir. Du peu qu'on a partagé, je pense que t'aurais ce profil-là. Mais je me trompe peut-être. Et puis les autres aussi, hein, dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Ouais, c'est vrai, y a ton frère, il nous a pas dit... Si, il a dit qu'il aimait personne qui jouait qu'en solo. C'est ça, c'est du jeu plaisir solitaire. Je pense qu'au potable est parti, elle n'a pas de réponse. Plaisir de fou, oui, quand je joue sur un play, par contre je sache les trophées. Ah, une chasseuse de trophées aussi. Ah, une chasseuse de trophées. Alors les chasseurs de trophées, on en a eu un qui est venu par 2 fois sur notre stream. Ouais. On en a un qui est dans nos connaissances, qui est un grand malade du chasseur de trophées. Là. Alors oui et non, et il chasse pas n'importe quoi comme trophée. Lui, il est sur 2 types de jeux particulièrement, les Final Fantasy et les God of War. Pour l'instant, mais il va chercher les platines que personne ne fait, quoi. Il va chercher les platines, par contre, ouais. C'est ça que lui, il est. C'est un niveau de chasse du trophée qui sont spécifiques à des jeux donnés, mais. Et voilà, peut-être qu'on l'invitera un jour pour en parler là. Il m'a fait rire là sur un de ses derniers posts parce qu'on le suit sur les réseaux sociaux sur l'une de ses dernières mésaventures autour de God of War. Ça sera intéressant d'en parler. Peut-être qu'au moment où sortira la prochaine licence, on fera peut-être une émission spéciale God of War et on l'invitera à cette occasion. Ça sera avec plaisir. J'aime collectionner aussi, je suis très frustré de devoir acheter mes jeux en dématérialisé sur ordi. Comme je te comprends. Comme je te comprends. Vraiment. Et puis tellement. Camilou, la chasse aux shiny sur Pokémon. Alors la chasse aux shiny, c'est un sacré job aussi, parce que les shiny, faut s'accrocher. Hein. Et t'es quel type de jeu au potable on fait nos curieux là. Ah, moi je sais. Moi elle m'a dit à quoi elle jouait en ce moment. D'accord. Mais je la laisse le dire. Sur Discord, elle t'a contacté ? Non, elle est passée sur mon stream la semaine dernière, pendant qu'elle était pareil en parallèle sur le tien, ça devait être jeudi, je crois. Et on a papoté un petit peu pendant que je jouais à Pokémon. Pendant que je faisais le début de mes boucles d'oreilles. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure au potable, j'ai avancé sur mes boucles d'oreilles. Je les ai poncées ce matin là. Je leur ai donné une forme. Ça commence à ressembler à quelque chose. On fait la suite jeudi. Jeu d'aventure. Du Far Cry 6. Far Cry 6. Du FPS. J'ai pas très FPS. Les seuls auxquels j'ai joué et que j'avais bien aimé, c'était les Call of Duty. Tu vas te mettre à Fortnite. Oh non, j'ai essayé. Je suis un vieux con. J'y arrive pas à Fortnite. Ah non, j'y arrive pas. Trop de réflexes, trop de choses. Mon frangin, c'est pareil. Il aime bien avoir les boîtes. Avant, il aimait bien avoir les boîtes. Maintenant, il en a plus rien à taper parce que ça prend de la place et que ça traîne. Alors oui, je pourrais les revendre plus tard, mais dans la pratique, je ne le fais pas. J'ai encore tous mes jeux de la PS Vita. Et oui, alors la PS Vita, chapeau, parce que moi, j'en ai pas eu beaucoup et je les ai pas gardés beaucoup. Moi, j'ai aussi tous mes jeux de PS Vita, tous mes jeux de PSP. J'ai gardé tout ça, moi. Mais jusqu'à la PS3, je revendais pas mal les jeux. Et avant d'avoir la PS4, j'ai commencé à garder les derniers que j'ai achetés. Et PS4, j'en ai revendu aucun, sauf vraiment le jeu. Oh non, celui-là, il est vraiment dégueu. J'y jouerai jamais de ma vie. Je m'en sépare. Mais autrement, tous les jeux avec lesquels j'ai pris du plaisir, je les ai gardés. Uncharted, Tomb Raider, genre d'aventure. Ouais, c'est un peu même style de jeu que moi. Ouais. C'est ça.
les jeux solo narratifs. Petit jeu en multi ou du RP. Diablo, Witcher, oui. D'accord. Ok. Ouais, c'est des bons jeux, tout ça, c'est Des bons bons jeux. jeux, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est Des clair. bons jeux. Donc voilà. Bien, et ben les amis, je pense on va clôturer là pour ce soir. Ah bah Et puis c'est aussi une rétro gameuse. Elle a quelques pépites de vieilles consoles. Donc ouais, on a bien discuté la fois dernière. T'es de quelle région, Eau Potable? Ah, ça je sais pas, tu vois, j'ai pas été si, curieux jusque-là. Si t'es gameuse, rétro gameuse, suivant la région, il y a des choses à se faire IRL aussi. Hein. C'est clair. Je vais être gêné. Ah, tu peux rougir, on te verra pas. Puis on aime bien ça, faire rougir les filles avec Stéphane. C'est ça. Haute-Savoie. D'accord. Ah, moi j'ai une amie dans à ce côté coin-là. de la Suisse, d'accord. Région lyonnaise. Toi, t'es plus proche d'elle, t'es région lyonnaise. Ouais. Moi, je suis la semaine en région parisienne. Sinon, le week-end, et mon vrai lieu de cœur, c'est la Champagne-Ardenne. Je suis dans la Marne. Oh, vous deux, là, avec vos dames. Et alors, c'est pas parce qu'on est mariés qu'on n'a pas le droit de regarder le menu, hein. Je sais plus c'est quoi l'expression, il y a une expression autour de ça. Bon, après, c'est en plus un peu... Je sais plus comment c'est. Ouais, je sais pas, c'est pas aussi un bon truc, une bonne réflexion de beauf, quoi. de beauf macho. C'est ça. Il y a un poil misogyne, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ben voilà, moi ça me donne une idée. Sur la chaîne, un de ces quatre, je créerai un jeu de dames. Voilà, puisque ça. Un jeu de dames. Avec ma graveuse laser, ma CNC et peut-être de l'époxy, on fabriquera un jeu de dames en direct. En travail, commence à bosser ton jeu de société. Moi, je t'attends pour pouvoir expertiser. Et j'y réfléchis. Je vais t'en donner des idées. Veux-tu que j'en clip et que j'envoie à madame? Tu sais, madame, vu ce que je lui dis. Moi, elle est connectée au stream. Donc, elle est au stream, donc elle le voit, elle l'entend, oui. Moi, la mienne, peut-être qu'elle est même d'ailleurs dans le chat et qu'on le sait pas. Hein. D'ailleurs, elle vient de temps en temps, mais elle a un pseudo. Il y a très peu de personnes qui connaissent son pseudo. Toi, tu le connais, Camilou? T'es l'un des rares à connaître le pseudo de mon épouse. Ouais, même moi, je le connais pas. Ah, alors là, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde. Mais parce que c'est rigolo, on joue avec ça et ça nous fait marrer. Donc voilà. Donc écoute, du coup toi jeudi, tu vas faire quoi? Jeudi, moi je fais bricolage ou jeu? Non, bricolage encore. Alors, suivant le temps que ça prend, peut-être que j'enchaînerai par du jeu après, mais on va finir ces petits bijoux, parce que pour le coup, c'est bien des bijoux. Boucle d'oreille et puis le collier. Donc, on va appliquer la finition, parce que là, je les ai poncés, je leur ai donné une forme, et du coup, je voudrais traiter le tout. Je pense que je vais complètement les vernir à la résine époxy, donc ça devrait être sympa. Et puis le temps de faire la résine, de badigeonner, de suspendre le tout, ça va prendre un petit moment. Puis après peut-être qu'on passera sur du jeu. Je streamerai peut-être un petit peu la PS5. D'accord. Ah bah moi la mienne si c'est Marichou Disney, oui bien sûr. Mais la mienne c'était très très reconnaissable. Moi la mienne c'est pas reconnaissable. J'imagine. Il faut savoir reconnaître. Il surtout faut connaître pour savoir, pardon, c'est l'inverse. C'est ça, et puis si elle vient pas très souvent... Oui, elle vient pas. Puis elle vient discrètement, c'est-à-dire que la semaine dernière, elle a assisté à toute l'émission, elle a pas dit un mot dans le chat. Ah oui. Mais elle m'envoyait des SMS, donc je savais qu'elle était dessus et que j'avais des remarques en direct. Donc voilà. Elle a signé un NDA, Camilo, un NDA sur quoi? Oui, il a signé un NDA pour pas divulguer sur le nom, pseudo de mon épouse. Et il est levé quand ton NDA? Parce que le principe du NDA, c'est qu'il y a une levée. Il y a une levée de NDA passé un moment. On a mis une durée à 20 ans, donc c'est bon. À 20 ans, on est tranquille là.
Aïe, aïe, voilà, aïe. donc ok, donc bricolage pour toi jeudi, tu vas continuer et si ça prend pas beaucoup de temps. Salut Andy. Salut Dédicace, bah, dédicace, Andy. Andy. Dédicace à toi. Donc ouais, moi bricolage et peut-être de la PS5, je voudrais tester, peut-être que je testerai tout à l'heure, là je ferai un petit stream à part pour tester le partage de la PS5 via la prise en main à distance. J'avais testé avec la PS4 sur Horizon Zero Dawn, ça avait été une catastrophe, bah, mon frangin était là, on voyait rien, c'était une bouillie de pixels. Bah moi c'est bizarre parce que le peu que je suis passé sur ton stream, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Ah ouais, bah en fait c'était un cycle jour-nuit dans Horizon et le jour ça allait à peu près, dès qu'on est passé à la nuit on n'y voyait plus rien, ça faisait tout rouge, c'était une cata, donc bon bah... D'accord. Loupé. Donc, c'est vague de la ok, PS5, et ben je viens de me prendre, ça fait un moment que j'hésitais, c'était en promo, je me suis pris la mise à jour PS5 et le DLC de Ghost of Tsushima. Donc j'ai attaqué hier soir l'île d'Iki dans Ghost of Tsushima. Et je me suis aussi fait un petit plaisir, je me suis pris d'occasion, en physique, Death Stranding Director's Cut sur PS5 aussi, donc ça sera un des deux. Ah, tu vas jouer à la poste. Je vais jouer à la poste, exactement. Tu vas faire ton livreur à de la colis, poste, quoi. à la poste, dernière fois je transportais un cadavre. Excuse-moi. Ça reste un livreur de colis. Ouais. Mais je suis pas sûr que la poste livre des cadavres, mais bon. Aussi, possible. Donc, Il fonctionne bien, mon bébé, ouais. Donc voilà, et puis bah moi demain, demain retour sur Arceus. Dac. De toute façon, ça va être du Pokémon. Ça va être le gros, surtout que le jeu, bah moi justement parce que je ne joue pas qu'en stream, j'ai beaucoup farmé. Beaucoup farmé pendant le week-end. Donc j'ai fait tout pour ne pas continuer les quêtes principales. Bah pour ceux qui connaissent un peu le Pokémon, je suis déjà niveau 6 ou 7, c'est-à-dire que je peux contrôler des Pokémon jusqu'au niveau je sais plus c'est quoi, ça doit être niveau 70, alors que je suis censé avoir des Pokémon niveau 20, tu vois. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est parce que en plus le système de jeu fait que c'est pas comme l'ancien jeu où t'as besoin d'avancer dans l'histoire pour pouvoir contrôler des Pokémon plus puissants. Là, le fait de pouvoir contrôler des Pokémon plus puissants, c'est totalement décorrélé de ça, et tu peux pouvoir contrôler des Pokémon de level max en n'ayant même pas commencé l'histoire. Du moins, en ayant commencé qu'un minimum de l'histoire. Il y a Opotable dans ton chat qui nous dit qu'il a le coffret collector ultime de Death Stranding avec le bébé dans son formol. Ça doit être particulier quand même comme collector. Et il y a mon frangin dans mon chat qui te demande si tu as débloqué le lance-roquette. Le lance-roquette, non, j'ai pas débloqué le lance-roquette dans Pokémon. Je sais pas s'il y a un lance-roquette. Moi non plus, pour le coup, j'imagine joue que pas, c'est venant ton frère. Je pense à une vanne, mais je suis pas sûr. Je connais pas encore suffisamment ton frère, mais... Écoute, moi je le connais, des conneries, il est capable d'en dire. Voilà, c'est ça. Et tu vois, Camilou, il en parle dans le chat, c'est que lui, il a des Pokémon, il a que 4 étoiles, et il a déjà hyper avancé dans l'histoire, ce que je n'ai pas fait, quoi. Ah ouais, mais Camilou, il stream plus que toi aussi. Ah bah c'est ça, hein. C'est ça. Quand, donc, quand on a un tout petit streamer aussi. Bon allez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Pour une fois on aura à peu près tenu l'horaire, on n'aura pas débordé de 2 heures. C'est ça. Alors on va être franc avec vous, on pourrait même pas vous montrer le logo de la prochaine émission. On n'a pas le sujet. Parce que d'habitude on a 2-3 émissions d'avance. Là on a tellement rien foutu ces derniers temps à part préparer nos émissions à venir, qu'on n'a pas du tout de sujet pour les prochaines émissions. C'est donc, ça.
De toute façon, on va couper le stream, mais je pense qu'avec Steve, on va pas couper et on va commencer à parler de dans 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, parce que qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours? C'est Ça va ça. être la bonne question. Mais on va vous concocter un sujet aux petits oignons encore. J'ai confiance. C'est ça. J'ai confiance. On a quand même plein d'idées en tête, il suffit de savoir de les mettre juste en forme. C'est ça, et Donc, puis en voilà. général, on essaye de caler quand même les débats sur les news, même si elles sont plus ou moins fraîches, mais on essaye de caler sur l'actualité, donc on va voir. C'est pour ça qu'on prépare pas trop à l'avance non plus, il faut que ça reste moins d'un mois les actus, quoi. Voilà. Après, bon, il y avait des sujets comme Noël, tout ça, où on Oui, sait que bah c'est là. toujours les tops, début d'année, les résolutions, les machins, les bidules. Bon, c'est des thèmes qui reviennent tous les ans. C'est ça, Enfin, bref, on n'a voilà. rien inventé là-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission de ce soir. Vous la retrouverez donc en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas surtout à partager les posts de la page Geekologique autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager. Voilà, on a essayé ce soir de vous faire de la vulgarisation sur le NFT. On est loin d'être des spécialistes, mais j'espère que vous aurez compris un peu mieux, pour ceux qui ne savaient pas ce que sont les NFT et leurs tenants et aboutissants. Donc voilà, et puis nous on se retrouve pour un Geekologique dans 15 jours. Et d'ici là, Stéphane, on le retrouve jeudi sur sa chaîne, Michael Knight FR. Et moi, dès demain, sur ma chaîne, VOD51, sur Pokémon. Allez, bonne fin de soirée à vous. Fin de soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Ouais, on va peut-être se faire un petit host ou... Ah oui, on va peut-être finir par un petit raid, c'est vrai qu'on n'a pas pensé. Allez, on va faire un raid. On envoie chez qui? Chez mon frangin ou chez Grumpy? Ton frangin, ça changera, non? Ouais, allez, on raid mon frangin. Allez, on raid le frérot. Mon frangin, et alors je sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais je crois que si je dis pas de bêtises, il est sur du God of War et il tente de le faire à 100%. Il fait du Dying Light 2. Ah, Dying Light 2, donc il s'est acheté le jeu. Ok, ouais. Et voilà, donc on va faire un raid chez Skits pour aller voir Dying Light 2. Allez, et donc, bonne fin de soirée à vous avec le frangin. Bonne fin de stream et allez voir donc le frangin de Veuts. Salut à tous. Salut tout le monde.